Lights, camera, action! Aujourd'hui à l'émission, Monty Python's The Meaning of Life, Napoléon Dynamite et Pink Floyd The Wall. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, je reçois un gars qui sait conjuguer l'humour, l'impro, l'art qui rassemble la tragédie grecque au sport de combat, j'ai bien nommé la lutte. C'est aussi un grand amateur de Legend of Zelda. C'est un ami depuis plusieurs années. C'est quelqu'un que je respecte énormément pour ses opinions parce que c'est un maudit woke. La gang, on va avoir à mesure. Oli Roberge, comment tu vas? Yes, ça va bien toi, Guy? Ça va bien, ça va bien. Dans la présentation, c'est ça, je dis que tu étais humoriste, tu as fait de l'impro, de la lutte. On a pu te voir au Zoo Fest à plusieurs reprises. Si je me trompe pas, tu étais dans l'organisation du Mini-Fest aussi. Oui, exact. Je suis rentré dans la dernière vraie édition, là, parce qu'il y a eu une édition web, pas l'été dernier, mais le premier été de pandémie, dans le fond, on a fait une édition web parce que c'était ce moment-là, on avait besoin de faire des shows, puis il y avait des gens qui avaient encore comme de la créativité dans ce temps-là. Là. Mais l'an passé, on a laissé... étant donné que l'an passé, c'était comme l'été qu'on avait le droit de souffler un peu, là. Je me suis rendu compte que le premier couvre-feu avait duré 5 mois, quasiment 6 l'an dernier. Fait que c'était pas le temps d'organiser quelconque sorte de festival. Même s'il y en a eu, que ZooFest, ils ont comme fait une forme de festival, mais c'était ultra... ils avaient fait du cherry picking sur ce qu'ils voulaient présenter dans leur festival, mais ça, c'est leur affaire. Mais nous, l'an passé, étant donné surtout que la Ninkasi a fermé, là, l'ancien petit medley, on était à se demander où en était l'orientation, surtout dans quel quartier est-ce qu'on allait faire le dit festival. On est encore en réflexion là-dessus, mais c'est sûr que là, on crave en masse. Là. Je comprends. Avec Zach Poitras, tu fais le podcast Radio Woke. Ouais, en fait, on a enlevé l'appellation woke du podcast parce que, étant donné que c'est un podcast où on parle d'enjeux sociaux très de gauche, évidemment, on doit s'adapter, et étant donné que l'appellation woke est surtout associée au mouvement américain, africain, noir, et on s'est dit que ça serait mieux de pas s'approprier ce mot-là, même si dans la définition du podcast, c'était pour se moquer à la base de Radio X et tout. Mais étant donné que on touche à des sujets chauds, on touche à des sujets ultra sensibles pour certaines personnes, et qu'on est 2 gars blancs, on essaie de justement polir ça le plus possible. Là, on est même rendu à dire que c'est Radio TW pour Trigger Warning. Donc, on est en travail là-dessus, mais c'est vraiment cool. Là. Ça fait vraiment du bien, surtout ces temps-ci, de justement s'expier un peu. Là, de chier un peu nos sujets, puis de parler de Guy Nantel, puis j'ai l'impression que ça fait du bien à pas mal de monde qui ont l'impression que ces sujets-là sont jamais abordés, tandis que des gens comme Guy Nantel disent qu'on n'arrête pas de parler de lui, ce qui est totalement faux, là. On parle de lui, puis après ça, il y a 16 personnes qui parlent de 7 personnes qui ont parlé de Guy Nantel en disant comme « Oh mon Dieu, la gauche woke est en train de radicaliser le Québec », ce qui, quand on regarde le portrait global, c'est assez faux, là. C'est vraiment pas vrai, là. C'est vraiment pas vrai que la woke anarchiste du Québec est en train de prendre le dessus, là. C'est vraiment le statu quo qui est fort, là. Les gens se battent pour le statu quo, tu peux-tu croire? Oui, faut que ça reste la même affaire. On pourra en reparler dans quelques minutes de tous ces enjeux-là. Yes.
Je l'ai mentionné aussi, t'es lutteur, tu t'adonnes à la lutte Oh yeah! quelques années. C'est quoi ta ligue? Dans quelle branche de la lutte? Ben là, principalement, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, la FML, la Fédération montérégienne de lutte. Donc, c'est là que je me produis le plus souvent, mais le but, c'est de faire le tour du Québec. Donc, je suis allé lutter à Saint-Hyacinthe, à Valleyfield, je suis allé lutter même à Hawkesbury, juste avant le temps des flèches, j'allais dire le temps des flèches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Le temps des fêtes c'est le slash que je voulais dire en même temps que le temps des fêtes / confinement finalement parce qu'il n'y a pas vraiment eu de temps des fêtes et au retour de mon voyage à Hawkesbury, j'ai eu la COVID. Alors, Bon. c'était toute une expérience en Ontario. À défaut de lutter d'autres gros bonhommes, t'as lutté la maladie. L'ennemi commun. L'ennemi commun. Avant qu'on entre dans ta liste, Oli, je veux savoir, c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Les films qui ont marqué mon enfance, j'ai été dans les classiques jeunes qui ont dévoré les cassettes avec les gros boîtiers de plastique de Walt Disney. Mm-hmm. Ben, le plus loin que je peux me souvenir, tu sais, ça va mais Petit Pied le dinosaure, c'est pas un film de Walt Disney, mais tu sais, c'est tous ces dessins animés-là, ultra beaux, ultra... tu sais, quand on vieillit, ça devient ultra larmoyant aussi. Là. Quand on est jeune, on cache moins ce degré de perdre un être cher. C'est vraiment dark. Là. Ouais. Mais plus on vieillit, plus on comprend la valeur des choses, plus on trouve ça triste quand les gens ils perdent leur but dans la vie là, ouais. ou leurs proches. En tout cas, fait que c'est allé de là, puis... Les films de dessins animés, c'est resté super longtemps. En fait, les dessins animés, les cartoons, tout ça, c'est resté dans ma vie jusqu'encore aujourd'hui. Là. J'aime beaucoup ça. Puis à un moment donné, c'est allé... mon père était abonné au Club Columbia, là, je pense, la shot qui vaut la peine. Puis là, j'ai eu des cassettes comme Robert des Bois, Héros en collant, puis ce genre d'affaires-là qui sont hilarantes, mais que tu comprends pas vraiment pourquoi. Ouais. Ben, en fait, tu comprends le premier degré, là, parce que c'est des films slapstick, puis... ils font des grosses faces, puis c'est drôle. Puis là, c'est niaiseux, là, mais oui. Voilà. Puis là, plus tard, tu te rends compte qu'il y a Dave Chappelle là-dedans, puis que, tu sais, que c'est... Puis tu comprends Mel Brooks, puis tu comprends les deuxièmes degrés, puis aussi, quand tu l'écoutes en anglais, tu comprends ce qu'il voulait réellement dire, là. Oui. Je trouve que ça apporte quelque chose... culturellement, d'avoir des films comme ça, tu sais. Moi aussi... Robin des Bois, Héros en collant, c'est un film qui a bercé mon enfance. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand j'en parle à des gens qui ont aussi grandi avec ce film-là, il y a toujours un petit côté... je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, que ça fait un peu raffiné, tu sais, dire « Ah oui, j'ai grandi avec du Mel Brooks. » C'est comme s'ouvrir à un humour auquel t'as pas nécessairement accès facilement quand t'es enfant, je trouve. Mais ça se montre bien à des enfants quand même. Là. Puis, il y a des chansons, tout le monde est coloré là-dedans. Là. C'est quand même Robin des Bois, veut pas. Là. Moi, je faisais immédiatement l'association avec Robin des Bois, Renard là, de Walt Disney. T'sais. Pour moi, puis il y avait aussi Robin des Bois Junior qui jouait à Radio-Canada dans ce temps-là, le dessin animé. Fait que tu sais, Robin des Bois, c'était juste dans ma culture imaginaire. Puis là, quand il y a eu Robin des Bois en collant, ben moi c'était juste un autre Robin des Bois dans l'univers avec des arcs à flèches puis des chevaliers cool, tu sais. Ouais. Ben écoute, on va rester dans le monde de la folie, on s'éloigne un peu de Mel Brooks, on s'en va en Angleterre avec les Monty Python, c'est ton premier coup de cœur. Monty Python's The Meaning of Life, un film de 1983 de Terry Jones et des Monty Python, qui sont Michael Palin, Graham Chapman, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle, John Cleese. C'est dur à résumer comme film, c'est un film à sketch. Donc on essaiera pas. Oui. Parce que ça, tu sais, j'aurais pu aller vers un film des Monty Python, mais ça aurait pas été vrai que ça aurait été mes préférés. Comparé à The Meaning of Life, parce que les Monty Python sont à leur meilleur dans le sketch. Ouais. Parce que ultimement, tu sais, que ce soit Life of Brian ou peu importe leur autre film, ça reste quand même des films à sketch avec une trame narrative médiévale ou de l'époque de biblique, whatever. Tandis que The Meaning of Life, ils ont comme un peu fait le contraire, c'est-à-dire c'est un film à sketch avec
une trame qui est comme la trame universelle de Meaning of Life. Ouais. Puis avec l'intelligence de ces gars-là, puis leur cleverness, tu sais, c'est sûr que tu comprends à ce moment-là qu'est-ce qu'ils veulent dire par la recherche du Meaning of Life, tu sais. Ouais. C'est quoi tes sketchs préférés dans The Meaning of Life des Monty Pythons? C'est dur à dire. Là, ce qui est fou, c'est que dans la liste que je t'ai donnée puis qu'on a réussi à créer au fil des essais et erreurs, parce que évidemment, il y a beaucoup de films communs de tous tes invités, là, mais je me rappellerai toujours de Monsieur Créosote. Ouais. Ce fameux monsieur... c'est une caricature de l'obésité rendu là, c'est même plus... Ouais. Il est même plus gros, là. C'est une caricature du gros bourgeois qui fait juste vomir sur tout pour manger encore plus. Ils sont fous, là. Mais c'est ça. Puis avec le premier sketch, c'est l'ouverture qui est des espèces de pirates bureaucratiques là, qui arrivent dans une tour à bureau. C'est ça, c'est épique, là. C'est même pas les Monty Python qui sont dedans, tu sais, c'est vraiment comme d'autres comédiens. Puis ça commence avec ça, puis après ça, t'as la chanson du Meaning of Life, tu sais. Moi, j'adore l'univers musical des Monty Python aussi. Quand j'étais à l'école de l'humour, en fait, mon amour des Monty Python a commencé au cégep. Moi, j'étais en cinéma au cégep Saint-Laurent, en même temps qu'Adib Al-Khalidé. Ah ouais, Grosse on est allé à l'école de l'humour en même temps aussi, là. Okay. Alors, tout ça a aucune importance parce qu'on se connaissait pas du tout. mais c'est mon coach d'impro, Alexandre Mackenzie-Fauché, qui m'a amené à connaître les Monty Python. Tu sais, quand il savait que je m'intéressais à l'humour, il m'a dit que lui, puis le Louis Courchaine, là, Courchaine, qu'on connaît maintenant pour Club Soli, mais qu'on a vu dans multiples projets humoristiques, puis surtout d'improvisation, eux avaient conclu que les Monty Python, c'était le summum de l'humour ever. Ouais. Puis à ce moment-là, étant donné que mon coach était ma sommité, c'était mon maître, tu sais, c'était mon... c'était autant en impro que philosophiquement, tu sais, c'était l'espèce de c'est un peu comme Monsieur Miyagi, là. Ouais, exactement. Tu sais, je sentais, tu sais, comme, j'ai mon père avec qui je m'entends super bien dans la vie, puis sauf là, je suis rendu à l'âge adulte où je bois de la bière, puis je fume des battes. Ça, c'est lui qui m'a montré ça. Puis quand on parle d'humour, c'est lui qui m'a montré les Monty Python. Là, j'étais omnubilé par cet univers-là, puis j'étais... Moi puis un ami, Julien Carrière, qui a fait aussi l'école de l'humour, on a commencé à écrire du sketch comme ça, puis à essayer de ramener l'humour à un rythme un peu plus lent, un peu plus verbeux, un peu plus conceptuel que le sketch qu'on voit au Québec ou présentement en général. Tu sais, le sketch est ultra rapide, c'est ultra rythmé, puis encore plus aujourd'hui avec TikTok, l'instantanéité rend la culture ultra rapide en général anyway. Et dans les Monty Python, j'ai toujours trouvé qu'ils prenaient le temps de montrer les choses, tu sais, ils montraient le temps ils tiraient un gag pour que ça devienne un deuxième gag, tu sais, que, tu sais, le premier sketch en ouverture, puis je parle pas de l'intro puis après la tune, mais tu sais, c'est la famille qui font des dizaines d'enfants, là. Puis après, des dizaines de centaines même. Des dizaines de centaines, exactement, puis ça devient, puis tu sais, il en montre comme un peu le pathétisme de la vie, puis que c'est ça qui se passe, puis après ça devient encore une comédie musicale. Moi, ça m'émerveille, là. Une chanson qui s'appelle? Je m'en rappelle pas, malheureusement, mais... Every sperm... Every sperm is sacred. Oui. Tous les spermatozoïdes sont sacrés. Oh mon Dieu. Mais, en tout cas... C'est ça. Puis ce que je voulais dire on a réussi à faire une liste ensemble, c'est que c'est plusieurs films, je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que j'avais vu, mais quand je pense à Monty Python and the Meaning of Life, non seulement ça me parle par rapport à la recherche du sens de la vie, là, surtout présentement, on est tous un peu à chercher le sens de la vie, là, mais en plus, c'est quelque chose de rare, tu sais, comme œuvre artistique. Là, si je me souviens bien, ils ont comme fait une demande de subvention énorme pour avoir l'argent pour ce film-là, puis finalement ils ont eu des millions, puis ça a devenu un film à sketch, puis ça a pas du tout plu à la production parce que ça existe pas là, des films à sketch en général. Mais j'ai toujours trouvé que tu sais, les Monty Python, c'est comme des ultimate intello, tu sais, quasiment des bourgeois intello. Ouais, ben c'est carrément ça, ouais. Mais finalement c'est des punks dans cette
vision-là, tu sais, comme il rit complètement à la face de la bourgeoisie, puis de, tu sais, du bien paraître et tout, tu sais, tous les sketchs que, justement, Monsieur Créosote, là, c'est le pire bourgeois qui s'empiffe, puis qu'après ça, il vomit, puis il explose de toute sa crasse à l'intérieur. C'est un film qui est quand même exigeant à regarder de sa forme, mais aussi de son propos puis de la manière que les Monty Python parlent en général. Mais c'est un film qui fait du bien, tu sais. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est des punks, mais qui sont allés à Cambridge puis à Oxford, qui sont les plus grandes universités britanniques. Exactement. Ils ont fait tous les cours de philosophie. Ils ont fait la philosophie grecque, la philosophie romaine, la philosophie allemande, russe, la philosophie française, américaine. Mais intérieurement, c'est des punks. Exactement. Bon, ça fait des messieurs qui, des fois, tiennent aujourd'hui des propos un peu weird, là. Mais ça, on y échappera pas, ben, c'est ça, exactement. Puis je suis sûr que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, si quelqu'un réécoute ce qu'on fait en ce moment comme podcast, ton podcast radio TW, il y a des affaires qui se vieilliront mal, c'est sûr. On peut pas, il faut accepter ça pour pouvoir avancer, parce que si on considère que les penseurs des années 70 ont encore raison, ben c'est impossible. Tu sais, à leur moment, ils étaient en avance sur leur époque, sauf que tout le monde a sa date limite de progressisme, tu sais. Puis ça, je pense qu'il faut relativiser les choses un peu en pensant à ça. C'est sûr que quand les propos sont déplacés, il faut être capable de leur dire que c'est déplacé. Mais après ça, est-ce qu'il faut être fâché tout le temps? Bon, je pense qu'aussi, il faut pousser notre propre réflexion en empathie, tu sais. Ouais. Ça m'a pas surpris que tu me dises Monty Python. Mais justement, je trouvais ça intéressant de voir que c'est de l'absurde extrême, mais qu'il y a un message. Puis, quand je t'ai connu, je me souviens plus c'était quand, je pense que c'est genre en 2015 ou 2016 que je t'ai découvert. J'ai l'impression que tu étais un peu plus dans l'absurde. Ouais. Tu es allé un petit peu plus vers le message, la réflexion sociale, la réflexion politique. Ça s'est fait comment, cette transition-là? Puis bon, ça fait un petit bout, ben, comme tout le monde, ça fait un petit bout que j'ai vu tout le monde sur scène, là. Mais je ne sais pas si tu as encore un niveau d'absurde dans ce que tu fais comme gag. Ouais. Ben, en fait, je suis de plus en plus dans le retour vers mes racines absurdes et de sketch. Surtout avec La Gorgée, là, on prépare un projet de entre guillemets, d'émission à sketch là, qui scoop s'appellera La Petite Cachette, là, mais que là, pendant l'été dernier, on a commencé à retravailler là-dessus, puis on a écrit des sketchs, puis j'ai pris un peu la barre de cette... Ben, pas la barre, là, mais tu sais, j'ai décidé de me relancer... Ben, pas de me relancer, en fait, de relaxer un peu, parce que quand je passais à l'humour à message, c'est vraiment à cause du milieu du stand-up que je trouvais puis que je trouve encore tellement rude, tellement rough, tu sais, puis on dirait que là, je me tenais avec des gens qui faisaient les shows absurdes, tu sais, avec Anthony Montreuil, avec Joe Corm, avec tout ce monde-là, des gens dont on ne peut plus dire le nom aussi. Mais de toute façon. Puis genre, j'étais comme, pourquoi vous me bouquez pas, tu sais, moi aussi. Puis là, finalement, ils m'ont, tu sais, comme ils disaient, ben là, pas vraiment absurde. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup de choses que, même dans mon humour à message, ou des affaires plus crues qui, pour moi, démontrent l'absurde des situations. Mais sauf que ça a pas ça look pas très absurde là, quand tu l'écoutes. Puis aussi, j'étais viré... tu sais, je viens du sketch vraiment, là, tu sais, avec l'impro, puis avec le théâtre au secondaire, et puis mes amitiés, tu sais, les Chicken Swell, c'est mes premiers... c'est vraiment ce qui m'a amené vers l'humour, faire des films, faire des sketchs avec des chums, avec nos caméras, tu sais, on a commencé en reproduisant justement ces petits films-là. Moi, il y a une quote des Chicken Swell là, qui m'a toujours marqué, puis que je comprenais pas nécessairement avant, puis c'est dans la première scène de la saison 1 des Chicken Swell. Ils sont avec le producteur, puis le producteur est comme « Expliquez-moi donc c'est quoi votre affaire », puis là il dit « On va faire des petits films, un peu de budget », puis là Simon Olivier Fecteau il dit « C'est comme un hommage au cinéma ». Puis j'avais jamais compris cette quote-là,
Puis plus je fais des sketchs avec Joe dans la gorgée, plus je fais des sketchs avec mes projets, plus je suis comme OK, ouais, l'hommage au cinéma, c'est parce qu'on reproduit certains patterns du cinéma, puis ça c'est en connaissant mieux en mieux le cinéma aussi qu'on comprend ça là, mais puis plus j'avance dans la vie, plus le cinéma que j'avais complètement laissé de côté après le cégep. Parce que aussi le programme n'était pas du tout ce que je recherchais là, au Cégep Saint-Laurent là. Puis aussi c'est là que j'ai découvert l'alcool, la drogue et le sexe là. Alors et que je me suis rendu compte que l'école, j'étais tanné d'être là. Ça, il y aura jamais de pire moment pour se rendre compte qu'à l'école, parce que là t'es pogné là. Puis mais là je retourne dans l'écriture absurde, je retourne dans l'écriture humoristique, puis ça me fait vraiment du bien. Là. Ça me fait vraiment du bien. Puis même dans les shows qu'on a pu faire l'été dernier, dans les parcs un peu, là, j'ai recommencé là, à écrire des bits un petit peu plus... pas vide, mais vide de messages, de propos, juste pour m'éclater sur scène. Puis ça me permet de me desserrer les fesses un peu, tu sais. Ouais. Parce que c'est tellement... Ouais. Vas-y, c'est très challengeant là, d'avoir du propos dans un number quand tu t'en vas jouer au terminal entre Martin Vachon puis Richardson Zephyr. Là, j'ai dit ces noms-là parce que j'écoute Big Brother ces temps-ci. J'ai essayé, j'ai décroché. Ah ouais, hein? Bon. Ah ouais. Je vous disais, normalement, c'est pas mon genre de show, mais c'est tellement tombé dans le bon moment du vide intersidéral culturel de la COVID que je l'écoute celui-là juste parce que je connais le monde, je pense. Oui, effectivement. ça veut pas dire que ni Martin Vachon, ni t'as dit Richardson, mais ou que ce soit Eddie King, peu importe qui, ou Michel, ça veut pas dire qui font pas de l'humour intelligent non plus là. Non, puis souvent Rich ou Michel, ils ont des propos. C'est juste que moi j'ai un humour impliqué très agressif, tu sais. Je fais pas des métaphores pour que les gens à la fin puissent comprendre qu'ils parlaient du racisme systémique. Ouais, ça te tente de passer ton message. Là. Ben oui, sauf que ça passe vraiment mieux quand tu fais ton show d'une heure que quand t'es 8 minutes entre 3 autres 8 minutes, puis que toi, t'es comme le gars qui pointe les gens du doigt, puis qui fait « Avez-vous remarqué ça? Avez-vous remarqué ça? Vous le faites aussi! » Puis là, les gens sont comme... Il y a du monde qui triple, tu sais, puis les gens que ça touche, ces gens-là me contactent, ils viennent me voir, mais d'autres mondes sont comme « Wow! Hey, moi, je venais rire, là! » Je voulais penser à rien. C'est ça, fait que ramener du stock ludique, non seulement ça baisse un peu la tension dans ces moments de stand-up-là, ça me redonne envie de jouer, ça me redonne une identité plus proche de moi aussi. Puis ça me fait vraiment du bien de recommencer à écrire ces affaires-là, puis ça m'inspire pour le reste de mes projets d'écriture. Ouais. Donc c'est un bon ballon, là. C'est bon parce que ça te permet justement de diviser. Ton côté politique va être dans un podcast, ton côté absurde va être sur scène, tel autre côté va être à tel endroit, telle autre affaire va être là. Fait que ouais. T'es pas toujours mieux doser. C'est ça exactement. Par rapport au Monty Python, on l'a dit tantôt, c'est des intellectuels. C'est des punks. J'ai l'impression que c'était des gars qui étaient souvent en colère dans leur. Tu sais, dans leur sketch, tu sens à quel point ils ont envie de rentrer dans. Comme s'ils conduisaient un tank dans un gros mur impénétrable. Ouais. Moi, je le ressens comme ça, leur humour. Puis, avec... Surtout dans le contexte anglais, là, Margaret Thatcher. L'époque Thatcher, exactement. Puis ça a été fait à cette époque-là où ils sentaient qu'il y avait comme une espèce de charge sur eux. Là, on peut vraiment déranger tout le monde parce que Margaret Thatcher, c'est la personne la plus stiff au monde. C'est une espèce de vieille conservatrice. C'est pas comme une espèce de conservateurs aujourd'hui qui sont comme... Non. Qui sont un peu wacko, là. Mais tu sais, mais Monty Python, c'est totalement les pères spirituels de Trey Parker puis Matt Stone. Ouais. C'est vraiment le pré-South Park. Il faut vraiment se remettre en contexte culturel à l'époque. Là, c'est sûr qu'ils sont pas aussi genre trash
Mais c'est trash, les Monty Python, pour un contexte monarchique comme l'Angleterre. Là. Tu sais, c'est vraiment punk, là, pour vrai. Là. Tu sais, c'est des punks en cravate, mais je pense qu'à chacun son époque de punk. Là, puis pour l'Angleterre, pour le monde dans lequel on était dans ces années-là, puis là, c'est un film de 83. Mais 83, tu sais, c'était encore... Ça fait quand même 40 ans quasiment. Ça va faire 40 ans l'année prochaine, ouais. Fait qu'on est totalement ailleurs. Puis oui, là, c'est hot de voir justement des érudits comme ça montrer que eux aussi sont en colère. Puis eux aussi peuvent mettre la main à la pâte pour... On entend mon chat qui pète une coche présentement. Ah, c'est correct. D'habitude, c'est le mien. Je comprends pas pourquoi lui, il a pas encore pété une coche, le mien. Ben, ils vont s'envoyer des ondes, là, présentement. Ah, c'est ça qui va arriver. Une coche. Mais oui, Puis aussi, c'est le fun pour nous de montrer que pour être punk, pour être comme... pour faire avancer les choses, on n'a pas besoin d'être, entre guillemets, des punks. Tu sais, comme ce que les gens ils considèrent qui ressemble plus à un junkie. Tu sais, comme... Aux Sex Pistols, à toutes ces bandes. Ouais. Exactement, tu sais. On n'a pas besoin d'aller au guet-apens nécessairement pour faire du stock punk, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te fâche, toi? Moi, ce qui me choque, c'est les gens qui sont rigides intellectuellement, les gens qui ont aucune souplesse, qui refusent d'écouter. Tu sais, par exemple, puis c'est très présent présentement, là, mais comme l'espèce de série publicitaire podcast de Guy Nantel. Ouais. Faut qu'on en parle ou quelque chose du genre. Ouais. Tu sais, ça, c'est peu importe, là, on va. Vous n'êtes pas obligé d'aller googler dans ma tête, ça non plus. Laissez-moi vous expliquer, là, mais... Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est vraiment fâchant. Particulièrement l'épisode sur le féminisme. Tout le monde, là, vous en avez déjà parlé 1000 fois. C'est fou, là, des gens qui militent pour le statu quo, voire le régressisme. Parce que, tu sais, je me reconnais, là, 10, 12 ans, là, puis on se reconnaît tous un peu, les gars de notre gang, notre génération, qui militent vers le progressisme, puis qui sont féministes aussi. On a tous eu nos passes de dire qu'on était égalitariste en se disant que la sémantique du mot égalitariste dit égalitaire, puis c'est ça que vous cherchez. Fait que le féminisme... Mais tu sais, comme ça, c'était moi à 20 ans qui pensait vraiment avoir les bons mots, puis comme qui avait compris, puis qui trouvait que les filles, quand ils crient féministes, c'est genre hey, vous me rebutez dans mon envie de progresser, là, parce que je suis pas là pour me faire chialer dessus, tu sais. Mais ça, depuis ce temps-là, j'ai écouté, j'ai appris, j'ai marché sur mon orgueil, je me suis mordu la langue, j'ai fait oh, ok. Ah, ils vivent vraiment... Quand tu comprends aussi c'est quoi les inégalités puis les privilèges, là, mais tu sais, les gens qui ont des œillères, les gens, c'est vraiment, vraiment ça qui me fait le plus chier, tu sais, qui me fâche, là. Parce qu'ultimement, les idées opposées aux miennes, je pense que j'ai le bon degré d'empathie pour au moins comprendre d'où ça vient, tu sais. Parce que... Tu sais, tout le monde a son background, puis selon tes traumas, selon par qui t'as été élevé, à quelle époque, ou si, tu sais, veux pas, nous, on est Montréalais, pas nécessairement de naissance, mais au moins d'adoption. Moi, ça fait au-dessus de 10 ans que j'habite à Montréal, fait que j'en ai rencontré des gens, là, puis c'est ça, tu sais, je pense que c'est toujours important d'au moins faire le travail de comprendre le background, puis là, après ça, on est foire avec nos bottes à cap d'acier, tu sais. C'est bien dit. On va passer à ton prochain film qui est sortons de toutes nos œillères politiques avec Napoleon Dynamite. Quoique, c'est quand même un film sur une élection. Film de 2004 de Jared Hess. C'est vrai. C'est un film sur une élection scolaire, mais donc c'est un film politique. C'est un film politique. Non, mais attends, Napoléon Dynamite, c'est un film politique. Ça met en vedette John Heder, Aaron Rule dans le rôle de Kip, le cousin John Heder qui joue le bien nommé Napoléon Dynamite. Aaron Rule qui joue Kip Dynamite, c'est son frère.
John Grease qui joue Uncle Rico, le fabuleux Uncle Rico. Oh oui, oui, oui. Et Efren Ramirez dans le rôle de Pedro, le futur, le candidat à la présidentielle. Exact. Autre qu'être un film politique, Oli, c'est quoi? Ouais. C'est quoi Napoléon Dynamite? C'est un film sur la recherche d'amour. C'est un film sur la recherche d'être aimé et d'aimer. Puis c'est une des choses. Puis plus tard, on va parler de Pumping Iron aussi, là, spoiler alert. Mais moi, ce que j'aime dans ces films-là, ben, la première chose qui m'a marqué à l'époque, puis je l'ai regardé dernièrement pour l'émission qu'on est en train de tourner. Puis c'est un film qui a vieilli quand même, mais c'était un film fort du début d'une époque, tu sais. De l'époque 2.0 du web, un peu. Puis c'était un film de... Je vais pas dire de nouvelle vague, là, mais tu sais, j'ai acheté une nouvelle vague esthétique et humoristique. Ouais, parce que le film comme tel, il est pas... Moi, je le trouve très drôle. Ouais. Je pense que notre génération le trouve très drôle, mais c'est un humour qui est pas accessible pour une génération avant nous. Ouais. Tu sais que c'est comme, mais c'est de l'anti-gag, là. Il y a pas un... Il y a quelques vrais gags dans le film. Ouais. Mais il y a pas comme... Ça, c'est pas Dumb and Dumber où, clairement, ça, c'est la joke. Exact. Mais moi, je trouve que c'est dans le domaine des films contemplatifs, là, puis qu'il faut tout prendre dans ce film-là. Il faut tout prendre. Il n'y a rien à laisser de côté. Ouais. Moi, je trouve ça inspirant, là. Ça, c'est le genre de choses que je veux faire, là. Tu sais, la colorisation de ce film-là et puis tu sais évidemment où est-ce qu'il se trouve aux États-Unis, tu sais c'est quasiment le désert, mais tu sais le bleu est bleu, le beige est beige. Je trouve ça tellement beau comme film. Puis moi je trouve que tous les choix esthétiques de ce film-là, moi j'adore le fait que ce soit des adultes dans une école secondaire, tu sais, puis que mais tu sais ils ressemblent pas vraiment, tu sais c'est pas Watatata où ils essaient de les faire passer pour des jeunes, c'est vraiment, tu sais il y a l'espèce de bully dans la classe là, qui est un genre de super grand semi-athlétique avec la coupe rasée blonde là, que quand Napoléon dit des affaires, lui il regarde autour pour chercher l'approbation des gens qui rient de lui aussi là, quand ils font la danse avec l'oiseau là, ouais. La danse en langage des signes, tu sais tous les moi ma scène fétiche c'est quand ils font du vélo, puis il y a l'oncle Rico qui parle avec je sais plus qui, puis que là, il mange un steak, puis là, il regarde Napoléon, puis il fait « Hey, check ça ». Il pogne son steak, puis il pitch sur Napoléon en bike, puis Napoléon, il pogne une débarque. Tu sais, ça a tellement pas rapport. Et ça me fait penser un peu, justement, à un sketch des Monty Python. Le sketch, c'est juste deux des gars qui sont... Je pense qu'il y en a un qui est déguisé en policier, en gendarme, là, puis l'autre, il fait... La musique, c'est genre... Puis là, mais c'est peut-être pas ça la musique, là, mais c'est une musique de ce genre-là, puis il fait juste comme... Il fait une petite danse, puis à chaque fois qu'il s'approche, il donne des coups de petits poissons d'en face. Oh, oui. Puis là, à la fin, finalement, l'autre, il sort d'un calice de grosses truites, puis il donne une claque d'en face, puis l'autre, il tombe en bas du quai. Ça me fait penser à ça, tu sais, c'est tellement nowhere, mais à l'intérieur de moi, c'est comme viscéral, ce genre de joke slapstick. Mais c'est slapstick cru, tu sais, comme... C'est pas la pleure de banane, c'est un tas de marde dans lequel il a glissé, là, tu sais. Ouais. Puis là, le fait que, tu sais, Uncle Rico qui porte des chandails, tu sais, il est comme musclé, mais il porte des petits chandails bleu poudre avec un genre de collet blanc. Puis tu sais, la première fois qu'on le voit, il est sur le bord de sa tente roulotte, genre, puis il y a des ballons de football, puis il se filme en train de pitcher, là, parce que son rêve de jouer au foot dans la NFL est brisé. Tu sais, lui, il cherche... Tu sais, c'est une forme d'amour qui est dans la recherche, là, de comme ses rêves sont brisés, fait que là, il se trouve nul, mais il pallie à ça par une attitude de merde. Il mange toujours des steaks parce que ça, c'est ce que les hommes mangent. Ouais. Mais ce que j'aime, puis tu viens de mettre le doigt dessus, j'ai l'impression c'est... T'as Uncle Rico qui est une personne déchue parce qu'il n'a pas réussi à faire le camp d'entraînement de la NFL, même s'il était promis à quelque chose, mais autant Napoléon que son frère Kip,
Pedro, que même, tu sais, ils ont leur petit ami aussi, là, qui a l'espèce de tresse sur le côté. Ouais. Là, Le kick à Napoléon, là. Oui, c'est ça, mais c'est tous des gens qui espèrent à mieux, mais qui seront jamais capables de s'y rendre. Mais le pire, c'est que le frère à Napoléon, c'est le personnage assumé de ce film-là. Tu sais, lui, il fait il va au cours d'arts martiaux, puis finalement, il se trouve une blonde, tu sais, ce qui est une femme noire ultra outgoing, tu sais, new-yorkaise, ouais, très stéréotypée, mais qui est comme dans ce village-là, là, c'est impossible que quelqu'un sorte avec cette femme-là. Puis lui, c'est le petit gars, tu sais, avec la moustache molle, les cheveux payés sur le côté, puis là, il devient comme un genre de pseudo-gangster rapper avec elle. Il s'habille en gangster, là. Puis à la fin, il part en autobus avec elle, puis c'est comme il passait enfin à autre chose. Tu sais, comme c'est comme l'élu de leur communauté qui est capable de sortir de cette bulle de rien, genre. Ouais. Tu sais, c'est des enfants, mais c'est pas des enfants, tu sais, parce que justement, ils ont des comportements de vie adultes aussi. Tu sais, c'est vraiment étrange. C'est comme si ils étaient infantilisés par la situation de jamais être reconnus, aimés par personne. Puis tu sais, Napoléon, tu sais, quand il se met à se pratiquer à faire de la danse, puis là, finalement, il s'extériorise avec sa chorégraphie, tu sais, puis le public, il voit ça, puis ils sont même... Tu sais, nous, on regarde ça, notre génération, on trouve ça iconique, là, la danse de Napoléon Dynamite. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans notre entourage qui ne l'ont pas dit, mais qui c'est sûr qu'ils la connaissent par cœur, cette danse-là. Puis avec ses grosses bottes, puis et moi puis ils pognent la Gatorade là, tu sais, il débouche, puis là il envoie une rasade, ça coule dessus, puis son frère il parle, puis il commence à parler qu'il a encore une gorgée dans la bouche, puis ça coule dessus, puis comme laisse-moi tranquille, man. Je sais pas, moi ça me touche énormément cette recherche d'amour là, cette recherche de tu sais de chaleur là, tu sais, même si c'est un film complètement absurde. Moi, j'avais acheté ce DVD-là au HMV dans un box set avec Juno puis Little Miss Sunshine. Tu sais, puis c'est comme c'est ça l'espèce de nouvelle vague de films indie un peu dont je parlais tout à l'heure, parce que là, je veux pas comparer ça à la nouvelle vague française, là, bien sûr. Non, ça, mais une espèce c'est ça, une vague de films indépendants, de jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices. Ouais. Tu sais pas trop ce qu'il y avait à dire nécessairement, mais qu'il faisait, puis c'était des films sur des gens de classe moyenne. Comment? Exact. C'est une œuvre d'art. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est des situations dans la vie, là. C'est pas des histoires incroyables, c'est pas... exact. Tu sais, dans Juno, c'est pas le fait que c'est une jeune femme... Oui, la jeune femme est enceinte, puis c'est important, mais c'est pas mon Dieu que c'est compliqué sa grossesse, puis est-ce que... Non, c'est pas... Non, c'est... C'est pas un film de Reese Witherspoon, là, c'est... Non, c'est ça, elle traverse sa vie quand même, là. Exact. Puis je trouve que c'est un... Puis c'est ça, même quand j'ai parlé à Joe Hardy de La Gorgée, j'ai dit, mes films, c'était ça, il dit Napoléon Dynamite, je suis comme, ben quoi? Il aimait pas ça? Ouais. Ben, tu sais, Joe, c'est un gars... c'est un gars de théâtre, d'œuvre magistrale. Puis je pense que c'est... Ben, il dit c'est bon, mais il voit pas comment on peut mettre ça dans une liste de films préférés, tu sais. Puis je dis, mais je dis pas que c'est le meilleur film, là, tu sais. Non, mais c'est bon. Mais c'est vrai que mais ce film-là, je le trouve bon pour vrai. Puis c'est un gars de théâtre, mais je trouve que Napoléon Dynamite ferait une bonne pièce de théâtre aussi. Ouais, mais je trouve que... Je sais pas encore quoi, mais faut être capable de faire des... Tu sais, au Québec, c'est rare quand même les films humoristiques qui me font rire pour de vrai, tu sais. Puis même en général, c'est rare les films humoristiques qui me font rire pour de vrai parce que c'est très personnel, tu sais, ces affaires-là. Il y a des jokes, c'est rarement drôle. Puis Napoléon Dynamite, vu cette esthétique-là, les personnages... Je pense que le souci du détail me comble totalement dans ce film-là. Ouais. Ça, c'est drôle parce que quand le film est sorti en 2004, je l'avais vu. Tous mes amis l'avaient vu, puis le soir de mon anniversaire, on était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis on n'avait rien à faire. Puis j'étais pas encore majeur, fait qu'on n'allait pas sortir dans les bars, des choses de même. Mm-hmm. Mais où j'étais pas
proche d'avoir l'âge de sortir dans des bars, puis on va louer Napoléon Dynamite, on va regarder Napoléon Dynamite. Puis l'année d'après, encore là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis on va relouer Napoléon Dynamite. En 365 jours, ça n'avait pas changé. Là. C'était, on veut juste le meilleur avoir cadeau Napoléon de fête. Dynamite, meilleur cadeau de fête. On va regarder ça, on va sortir toutes les répliques. Oh, ça! Puis, une affaire que je trouve intéressante que tu as dit pour vrai, c'est par rapport au fait que c'est tous des adultes qui jouent des jeunes de 14, 15, 16 ans. Puis, c'est vrai, mais c'est pas des. Tu sais, peut-être c'est pas comme dans Watatata, mais c'est pas non plus des adultes comme dans One Tree Hill ou non, pas ça, mais The O.C. Ouais. Toutes les séries de jeunes où est-ce qu'ils prennent des mannequins. Dans Napoléon Dynamite, il n'y a personne qui est beau dans des standards esthétiques. Même la belle-fille, tu sais, dont il fait un... Tu sais, lui, il fait des dessins, puis là, pour l'inviter au bal, il lui fait un dessin d'elle. Tu sais, comme, elle la regarde, tu sais, c'est fuck. Tu sais, tu comprends comment il a fait le dessin. Tu sais, la fille, elle a comme des bonnes dents, fait qu'elle a des énormes dents. Tu sais, il fait... C'est comme un mauvais caricaturiste qui élargit les défauts, mais il n'y a pas de qualité dans le dessin. Fait que la fille, elle soit ça... C'est très flat comme dessin, là. Ouais! Puis là, la fille, la mère de la fille, en plus, était en train de recevoir comme une démonstration Tupperware de Uncle Rico. Uncle Hey, Rico. puis là, asti que ça là, il monte, tu le vois au début, il est avec la madame, puis là, tu sais, il enlève son suit, puis comme ses petits bras musclés, puis il montre que les Tupperware sont indestructibles, tu sais. Il pèse dessus, il tire dessus, tu sais, il est comme... Non, c'est indestructible. Il décide de rouler dessus avec sa voiture. Là, ça explose en 1 seconde, mais tu sais, comme, ouais, mais c'est quoi ces circonstances-là, Carlis? Tu sais? Oui, ça explose, puis il fait juste partir. Oui, il crie son camp, là, il a manqué sa shot, là. Comme, bon, ben, je viens de rater ma vente. Mais c'est sûr, si tu roules dessus avec ta voiture qui est une vanne énorme, ça va, tu sais, je pense que Sur un ta frame vente- de plastique, là. C'est ça, ta vente n'est pas perdue, t'as juste prouvé que ben, ça, c'était les limites. Tu sais. Ouais, si mettons que tu veux conserver ta soupe, Ben, roule mets-le dessus, pas en là. arrière d'un char, là. Mais aussi, quand il fait ses ventes, il dit que si t'achètes le kit, il devient comme un modèle réduit de bateau super complexe. Puis là, la madame, elle check son mari, puis elle fait « I want that ». Mais c'est tellement fort, tu sais. Puis avant que je le voie, ce film-là, tu sais, le truc de Vote for Pedro était déjà viral, tu sais. Il y avait, tu sais, c'est dans le début des memes, dans le début, tu sais, il y avait plein de t-shirts de Vote for Pedro, genre au HMV, puis des places de même. Puis moi, le Vote for Pedro, c'est genre l'affaire, je trouve, le moins intéressant de ce film-là, tu sais. Ouais. Parce que vu que c'est comme un point central, c'est ce qui fait que c'est un film politique. Ben, tu sais, c'est le fun, mais moi, ce que je trouve le plus fun dans ce jeu-là, le plus beau, c'est vraiment l'univers, puis je sais pas comment ça pourrait exister, là, mais je regarderais ce monde-là vivre tout le temps, tu sais. Ouais. Ça peut être une série télé bien lente qui se passe pas grand-chose, puis ça serait quand même bon. Ouais. C'est quand comme même un peu satisfaisant. une version... c'est comme à la Twin Peaks, un peu, là, que tu comprends pas, puis Ouais. tu sais, ça aurait pu être cool, ça, tu sais, un Napoléon Dynamite, tu sais, comme étiré sur super longtemps, tu comprends pas c'est quoi le plot, genre, jamais. Non, c'est ça. Y a pas... Chaque épisode, tu sors de là, puis t'es comme, mais ça me racontait quoi? Ouais, Je sais pas, ouais. mais gars, je vais revenir la semaine prochaine, peut-être qu'ils vont vivre une aventure, puis non, il n'y a jamais d'aventure, mais tu les as vu faire quelque chose. Exact. Puis ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est un tableau, puis c'est pas grave de pas toujours avoir un cliffhanger à la fin, Ouais. tu sais, des fois c'est aujourd'hui il pourrait être en train de d'étendre le linge, puis là tu sais comme je sais pas là, tu sais moi je serais intéressé à regarder ça avec les tu sais l'attention aux détails dans ce film-là, moi me fait capoter. T'es-tu déjà reconnu dans Napoléon Dynamite? As-tu déjà eu l'impression d'avoir ce genre de vie-là quand t'étais ado, qu'il se passe rien, puis tu fais rien avec tes amis? Ou tu essayais toujours de vivre quelque chose? Non, j'étais assez solitaire, puis j'avais plein d'amis, là, mais tu sais, je suis pas du tout de cette gang d'ados qui vivaient les 400 coups ensemble, là,
Ouais, je pense que j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais quand tu y penses, là, oui. La gang, la gang d'ados l'été qui a rien à faire, là, puis qui fait juste être là dehors ou dans le sous-sol, là, puis ouais. Ouais, ouais. Moi, moi, ce que je feel surtout là-dedans, tu sais, qui fait sûrement partie, qui fait assurément partie de mes complexes de vie, là, c'est vraiment cette recherche. Puis je suis aimé par tous les, tu sais, ma blonde, ma famille, mes amis, là, mais comme cette espèce de recherche là de l'amour, là, de l'incompréhension de qui est-ce qu'on est, tu sais, de essayer, tu sais, veux pas Napoléon quand il fait la danse là, c'est un peu pour trouver la normalité, tu sais. De trouver qu'est-ce qui allume les filles normalement, qu'est-ce qui allume les gens, la danse. Bon, ben là, je vais me commander une cassette puis je vais me mettre à faire ça pour entrer dans la normalité. Puis ça, je reconnais ça. Ouais. C'est son cousin Kip qui va faire un cours d'autodéfense avec le gars qui a les culottes en drapeau américain qui est... Avec le Rex Kwando. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, c'est bon aussi. Super macho, là. Ben, il est super macho, tu sais, puis c'est un art martial américain, le Rex Kwando, là, c'est ça qui est... Puis c'est comme, il demande quand ils vont faire le cours, parce que les deux, ils y vont, mais tu sais, il y a juste Kip qui continue à y aller, tu sais, puis... Tu sais, comme, Rex, il demande un volontaire, puis c'est Kip qui y va, puis... Tu sais, il fait comme, prends-moi le poignet, puis là, il prend le poignet, puis il crisse une claque d'en face, tu sais. C'est ça, c'est juste ça, c'est technique, répond, là. Jeez, I'm bleeding. Non, t'as reçu une claque d'en face. Puis là, il fait... Là, Rex fait « Hit me with your best shot », puis là, le Kip, il se prépare, puis là, il fait tu sais, une jambette en roulant, là, puis comme dans Mortal Kombat, puis le Kip fait juste comme... bloqué avec son tibia comme en Muay Thai, puis après ça, il reclaque d'en face. Mais c'est comme juste du bully. C'est juste un prof de karaté qui bully des losers, genre. Mais lui, il continue à s'entraîner en Rex Kwando après ça. Là. Ah ouais, ça, non, c'est génial. Puis, mais tu sais, dans la quête de normalité, tu sais, je pense à leur amie, là, la petite fille, je me rappelle jamais son nom, mais justement, celle qui est espèce de... C'est pas Amy? Je pense que ça se peut que ce soit Amy qui a la Lulu sur le côté. Ouais. Elle a fait des photos de modeling. Oui, c'est... on dirait qu'elle prend les pires photos de classe de troisième année. Ouais. Puis... C'est pas beau, là. Il y a rien d'intéressant dans son décor, dans ses photos, dans la façon qu'il est placé. L'éclairage qu'ils ont mis, il est pas flatteur, rien. Il y a rien de bon pour personne dans ces photos-là. Là. C'est Deb, son nom. Deb. Deb, OK. Ah, j'aime tellement celui-là. Je pense que le podcast va finir, je vais aller l'écouter, c'est sûr. Ouais, c'est une bonne idée, tu sais. Puis c'est ça, ce film-là, faut le prendre pour... tout ce qu'il y a dedans, c'est ça qui est important. Tu sais, si tu t'assois pour écouter un film, pour entendre des jokes, puis avoir une fin le fun, ben la fin, moi, je la trouve magnifique, là, c'est, ils jouent au ballon point, là, tu sais, comme, mais ils jouent ensemble, Napoléon puis Deb, à la fin. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est, tu sais, comme, ils se rapprochent du but qui est l'amour, tu sais. Ouais, pas l'amour nécessairement, tu sais, en couple, mais tu sais, comme, là, il y a une amie qui le comprend, genre, ou qui oui, c'est ça, partager. C'est ça. C'est beau se faire aimer, mais fais-toi aimer par quelqu'un qui va te comprendre puis t'accepter, tu sais. Ouais, c'est ça qui est important, en fait. Puis c'est ça que le film essaie de transmettre, parce que c'est vrai, tout le long, c'est des gens qui sont dans le paraître puis dans de quoi j'ai l'air, tu sais. Kip, justement, qui se transforme complètement pour une femme, c'est ridicule, là. Ouais. Puis tout le monde veut avoir de l'air meilleur que ce qu'ils sont, mais vous êtes dans le fin fond d'un rang, votre voisin... Exact. Wow. C'est ça, ils sont vraiment... avec son gun devant la seule personne qui est... La seule personne qui est vraiment émancipée là, à partir du début du film, c'est la grand-mère là, qui est comme une espèce de stéréotype butch, là, si on veut, là, de grand-mère avec la coupe ras, pas ras, mais carré, mais avec du gel par en arrière, puis un mollet, puis elle se blesse en faisant du motocross dans le pit de sable. Elle, tu vois qu'elle est déjà épanouie, puis c'est elle qui s'occupe de Napoléon, puis de Kip, puis quand...
Et c'est vrai, j'avais jamais vu ça aussi. Tout le monde est vraiment dans le paraître là-dedans, malgré que leur paraître soit ce paraître-là, tu sais. Ouais, c'est un espèce de paraître un peu minable, tu sais, c'est un peu... C'est ça. Ça démontre justement le vide de la recherche du paraître, tu sais. Ça démontre que ça sert à rien, tu sais. Être soi-même, c'est la seule chose. Puis ça, quand justement Napoléon, il finit par faire la danse, c'est justement son émancipation. Puis c'est même si les gens le trouvent whack, pareil, lui, il a trouvé le bonheur là-dedans, tu sais. Ouais. Mais un de mes amis, puis ça vient de me revenir en tête, mais il m'avait dit quelque chose à un moment donné, parce que lui, il vient d'un espèce de petit village dans le nord de l'Outaouais, sur la frontière avec l'Ontario, pas super proche, ben en tout cas, dans le nord de l'Outaouais. Puis tu sais, il disait, nous autres, on n'avait pas de magasin de linge, tu sais, c'était des friperies. Mm-hmm. Quand quelqu'un allait dans le village en Ontario qui avait un Rossi ou en Ottawa, c'était genre Giant Tiger que ça s'appelait. Ouais. Puis qu'il allait s'habiller là, ben c'était genre, ah mon Dieu, il est allé chez Giant Tiger. Mais Giant Tiger, c'est du sous Walmart, là. Ah ouais, c'est du Corvette, là. C'est ça, fait que t'es pas mieux dans des standards sociaux. Ouais, là. ben, là, on est dans le jugement un peu, mais je vois vraiment ce que tu veux dire. C'est ça, mais c'est ça, tu sais, ça fait penser. Ouais. Ça fait penser, tu sais, quand les Picbois parlent de Valleyfield, là. Ouais. Tu sais, là, nous, on connaît Valleyfield quand même, là, tu sais, c'est une ville du Québec, là, mais tu sais, quand eux parlent des personnes, à des Sidérés, parlent des gens qui viennent de Valleyfield, ouais. Léo, puis tout ça, ça me fait vraiment penser, puis considérant que Max et Dom sont quand même des pas pires personnages aussi, ça fait, ce Valleyfield-là dont ils nous parlent, ça me fait vraiment penser à Napoléon Dynamite. Ouais, là. complètement. C'est eux, c'est sûr là, que eux autres, ils ont vécu ça. Là, c'est les amis qui font rien ensemble puis qui vont aller dans le bois là, à la place où il y a comme un trou. Ouais. Ouais, ils vont faire ça. Carrément. Ton troisième film, Olivier Robert, Pink Floyd, The Wall, c'est un film de 1982 de Alan Parker qui met en vedette Bob Geldof dans le rôle de Pink et Roger Waters qui est le compositeur de l'album The Wall qui a tout conceptualisé cet univers-là. Il a pas juste écrit l'album, il a écrit le film aussi. Film, on va dire film de stoner, carrément. Film de stoner. C'est un dur film de stoner, mais moi, je l'ai connu, ce film-là. J'ai un attachement vraiment, vraiment particulier avec ce film-là. Ouais. En secondaire 5, et là, je vais pouvoir parler de cette situation-là, enfin. J'en ai déjà parlé à des gens, mais j'aimerais que ça tombe dans les bonnes oreilles. Là, j'avais un professeur en FPS. Oui, formation personnelle et sociale. Puis il y avait une des 4 étapes de l'année, parce qu'au secondaire, ça marche en étapes, si je me souviens bien. Il y avait une qu'on consacrait à l'herméneutique, qui est la recherche de symbolique dans tout, dans le fond, dans l'art. Puis lui, son dada, c'était qu'on analyse Pink Floyd The Wall. OK. Puis moi, mon père m'avait déjà initié à Pink Floyd à cette époque-là, tu sais. Puis The Wall, c'est un album très difficile d'accès, comparé, mettons, à Dark Side of the Moon ou Wish You Were Here, qui sont des chefs-d'œuvre incontestés. T'sais, The Wall, c'est pas tout le monde qui l'aime, tu sais. Ouais. Mais moi, personnellement, c'est mon album de dépression, là. Tu sais, quand ça va pas bien, il y a des tunes là. Moi, puis c'est encore à la recherche de l'amour, là. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans les films par rapport à des hommes en recherche d'amour, là. Puis c'est parce que je suis un homme, là. Je dis pas que la recherche féminine d'amour est pas équivalente, mais moi, ces œuvres-là là, de Roger Waters qui parle de son père manquant, qui l'a détruit, là, puis il y a des moments, là, la voix de Roger Waters qui est pas une voix, qu'on pourrait dire belle, qu'on pourrait dire harmonieuse, mais des fois, il y a des... Quand il chante Vera Lynn, là, puis qu'il crie comme « Vera! » Ouais. What else become of you? Je sais pas, là, moi, je sens, là, que ça vient. Mais je sens la peine, tu sais, puis l'émotion là-dedans. Puis, en tout cas, pour revenir à l'école, pendant une étape complète, on écoutait ce film-là, puis la première moitié du film, on l'analysait avec lui, puis après ça, il nous faisait choisir une scène à analyser nous-mêmes, tu sais. Fait qu'on a écouté ce film-là sûrement
au complet 10 fois là, en une Wow. étape. Là. C'est énorme. Puis moi, j'étais celui que ça faisait vraiment triper dans la classe. Je sais qu'il y en a plein. C'est pas pour tout le monde non plus. Tu Non. as dit, l'album, il est pas pour tout le monde, le film, encore moins. Exact. Puis être à l'école, dans une classe d'FPS, à être obligé de trouver Des symboles, des symboliques. Ouais. Sa longue cigarette qui est allumée, mais qui a pas fumé. Fait que c'est juste les cendres pognées en les moton. cendres qui tiennent. Ouais. Ah, c'est vraiment puis là, un des moments, là, un des regrets que j'ai dans la vie, là, puis j'ai essayé de régler ça. Tu sais, moi, j'étais comme la vedette d'impro là, à mon secondaire quand j'étais en secondaire 5. Puis à chaque année, on faisait le match équipe étoile de l'intramural contre des profs. Puis là, il y avait Jacques Cormier, justement, mon prof dont je parle depuis tout à l'heure. On fait le match, c'est full de fun. Puis après la game, tu sais, on est en arrière, on est les profs, les joueurs, on est comme « Ah, c'était cool, encore sur l'adrénaline. » Puis là, Jacques, puis moi, j'étais un étudiant, tu sais, comme pas timide, mais tu sais, je parlais pas dans les cours, puis j'en menais pas large. Puis Jacques, il me dit Hey, on aurait tellement du fun si t'étais comme ça dans mon cours, tu sais. Ouais. Puis là, moi, vu que j'étais entouré de gens, j'ai dit Ouais, mais ça aiderait si le cours était pas aussi plate. Oh non. Pour puncher. Puis là, j'ai vu là, dans son visage, tu sais, comme Ah, ça y a fait de la peine. Puis moi, là, la seconde, je l'ai dit, quand la première chose qui est sortie de ma bouche, je savais que j'aurais jamais dû dire ça. Je le pensais même pas un peu. C'était un de mes cours préférés. Mais vu qu'il y avait du monde autour de moi, là, j'ai punché dessus. Là. Mais ça c'est un trauma dans ma vie, là. Plus jamais je suis capable de faire ça. J'ai le roast à cause de ça, là. Tu sais, ça me met toujours mal à l'aise, les concepts de roast. J'allais en voir des roasts dans le temps que c'était des événements spéciaux, là, mais moi, roast battles, ces affaires-là, là, ça me met mal à l'aise, tu sais. Puis ça me dérange pas que les gens en fassent, tu sais. C'est de l'humour, là. Ouais. Mais, et puis ça, là, j'ai essayé de le retrouver. Tu sais, puis j'ai même dans ma famille maintenant une femme qui travaille à mon école secondaire, puis j'ai dit ça, puis elle a dit oh mon Dieu, tu devrais y écrire, je serais vraiment content. Puis là j'avais écrit sur son adresse courriel de l'école, puis finalement ils sont filtrés là, fait qu'il n'a pas pu recevoir. Puis là j'ai fait ben je sais pas quoi faire dans ce cas-là, mais faudrait que j'y trouve une manière d'y écrire là, parce que ça m'avait tellement fait mal de lui comme couper l'herbe sous le pied comme ça. Puis après ça, on en avait encore des cours ensemble. Là. Ben oui. Il restait genre le tiers de l'année encore là, après cette game-là. Juste pour savoir, t'étais à quelle école, dans quelle région? J'étais à l'école, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont à cette école-là, dites à Jacques Cormier que je s'excuse. Ben, non seulement je m'excuse, mais en plus, c'est le contraire, là, tu sais. Ben oui. Hey, mais tu sais, le fait qu'on parle de The Wall, là, c'est un hommage à Jacques Cormier, là. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, j'avais eu Puis, revenons à nos moutons, là. De toute façon, tout est en son honneur. Mais... cet album-là est vraiment rude, tu sais, puis on connaît, ben gros, Another Brick in the Wall, puis il y a plein de tunes que si tu les écoutes hors contexte ou juste solo, ça n'a pas vraiment rapport d'écouter ces tunes-là, tu sais. Mais l'œuvre elle-même, puis l'œuvre artistique qu'est le film, là, wow! Tu sais, ça montre... Puis plus je vieillis, plus ce film-là me touche, parce que c'est un film d'un artiste qui l'a rough, là, mais tu sais, c'est... Pink Floyd, là, c'est pas moi qui fais du stand-up, là. Mais c'est un film de stoner, puis pour vrai, les premières fois que je l'ai écouté, j'avais jamais touché à du pot, puis c'est seulement dernièrement, avec Catherine, ma blonde, que je l'ai écouté ou batté, puis il y a un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que c'était trop deep, là. Mais surtout que je suis attaché émotionnellement, puis que c'est un album qui représente la dépression, puis la tristesse et tout, là. Il y a des affaires, là, c'était genre vers le bad trip, là. Mais tu sais, j'aurais pas bad trippé de potes, là. Mais tu sais, c'est comme, oh non, c'est trop triste, c'est trop... Je peux plus regarder ça, là. Ouais. Puis finalement, une fois que tu l'écoutes au complet, puis à la fin, le dernier plan, ça retourne sur une espèce de paysage d'après-guerre avec l'orgue là, qui joue un peu, puis la voix plus paisible de Roger Waters qui dit que ce soir-là est fini, là. Ouais. Pour vrai,
ce qu'on ressent, c'est vraiment comme tu sais, tu retombes les deux pieds sur terre, là, soudainement, là, comme oh shit, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ce que j'ai trouvé intéressant quand tu m'as soumis ce film-là, puis je me souviens, maintenant on en avait parlé un petit peu, mais c'est un film sur quelqu'un d'isolé, puis bon, c'est pas mal tout ça qu'on vit depuis 2 ans, là, être isolé chez nous, mais tu m'avais dit, on avait parlé un moment donné, quand tu étais à l'école de l'humour, tu t'étais fait frapper par une voiture, puis tu étais un peu isolé, mais j'aimerais ça qu'on parle de ça, parce que je trouvais que ça fitait avec le film. Qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ben, c'est ça. J'étais à l'école de l'humour comme en 2010, comme auteur, qui était pas une bonne décision, là, personnellement, finalement, de faire auteur, mais aussi, c'était pas un bon timing pour moi, finalement, de faire l'école de l'humour. Tu sais, j'avais 19 ans quand je suis entré, puis comme je te disais... très jeune. Avec... Pour faire le programme d'auteur, c'est trop jeune, finalement. Ouais. Oui. Puis comme je te disais tout à l'heure, au cégep, inconsciemment, je me suis rendu compte que j'en pouvais plus d'être à l'école. Puis l'école de l'humour, c'est une école, là. C'est pas... il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de choses à rendre, surtout writer, là. Moi, là, c'était pas du tout dans ce que je voulais faire, finalement. Puis un peu pour les mêmes raisons que le programme cinéma au cégep, là, je trouve que c'est pas axé sur la créativité puis la création. C'est au cégep, tu sais, c'est un cours de cégep, là, c'est un deck, fait que, évidemment que tu sais, t'arrives pas là pour faire un film, là, même si t'es en avance sur j'avais fait déjà beaucoup de films au secondaire puis tout ça, fait que j'étais quand même en avance sur pas mal de monde au cégep. Mais à l'école de l'humour, là, c'était... Tu sais, j'étais avec Sébastien Ravary, avec plein de monde qui, eux, avaient déjà comme des bacs en littérature, des gens qui travaillaient déjà dans ce milieu-là. Puis moi, j'étais avec Thomas Levac aussi, puis on était des jeunes, là, pas rapport, là, qui... Hey, ça me tentait pas de remettre des travaux puis tout, mais j'étais à l'école de l'humour quand même, tu sais, puis... tu sais, c'était hot, puis le moment où je me suis fait frapper par un char, je revenais de ma job... j'animais au Fort en Grignon dans ce temps-là, puis là je pensais j'étais vraiment là j'étais face à un mur par rapport à un devoir de français qu'on avait à faire qui était avec Antonio Dilala bien sûr. Puis ce cours-là, il fallait comme créer une œuvre artistique là, basée sur le texte là, puis je voulais faire une toune, mais j'étais pas capable de trouver qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'avais ça en tête, puis c'est ça, à un moment donné, j'ai traversé une rue, puis il y a un char qui a brûlé sa rouge, puis qui m'a frappé pendant que je pensais à cette affaire-là. C'est fou, je me souviens de la toune que j'écoutais, je me souviens de où le char m'a frappé. Puis là, après ça, je me suis réveillé, genre 2 heures plus tard, dans l'ambulance, en arrivant à l'hôpital. Wow. Fait que c'était un hit and run. Puis à l'hôpital, tu sais, finalement, je suis resté 10 jours à l'hôpital, mais tu sais, j'étais pas en complication, là, c'est juste que vu que je me suis fait frapper à ce point-là par un char, puis j'étais en commotion cérébrale assez élevée, j'avais aucune blessure physique, tu sais, les tests physiques, tu sais, j'étais capable de me donner une raquette de tennis, puis il fallait que je rebondisse le plus la balle dessus possible, puis à un moment donné, ils me l'ont enlevé des mains parce que ça servait à rien, là, j'étais capable. Ils me faisaient tenir sur un pied, sur l'autre, sur un ballon, tu sais, j'étais tout capable, mais j'étais rendu dyslexique. OK. Fait que lire un mot comme de, il fallait que je l'analyse le mot. Écrire le mot de, le E, il pouvait être à l'envers, tu sais. Wow. C'est fucking... Je parlais sur le bout de la langue, tu sais, c'était vraiment... Ça, c'était effrayant quand même, considérant surtout que t'es à l'école de l'humour présentement comme auteur. Un milieu ultra... Tu sais, l'école, c'est quand même compétitif, tu sais, puis même si les gens, ils veulent être chill... Il y a quand même un moment donné où tu te dis c'est pour avoir de la job dans ce milieu qu'est l'humour. Puis comme je te dis, là, auteur, moi je me tenais toujours avec les interprètes. Là. J'avais aucun intérêt avec les auteurs. Ils étaient tous plus vieux que moi. Eux, ils étaient tous super sérieux. Moi, j'arrivais à l'école des fois là, avec des semi-devoirs. Tu sais, comme quand on allait voir les... je savais qu'il y avait un devoir, mettons, fallait écouter tous les numbers de tournée des interprètes, puis prendre des notes. Moi, j'avais pris comme des notes. J'avais l'air d'un Christ de cave, là. Puis tu sais, comme, Ravary, il y avait comme un nouveau texte pour tout le monde, puis tu sais, tout le monde était vraiment bon, puis là, moi,
quand Adib faisait son numéro, je disais « Ah, ça, c'est drôle. » Tu sais, en tout cas, mais, ben, tu sais, avant l'accident, j'étais quand même bon, puis il y avait des cours où j'étais de loin le meilleur dans la cohorte, tu sais, puis je pense que j'étais un très bon prospect au début, là, tu sais, pour la cohorte. Puis après l'accident, Louise Richer, elle m'a demandé, tu sais, t'es-tu correct? Puis là, moi, j'étais comme, oui, je suis correct, tu sais, puis ben déjà, si on parle d'isolation, tu sais, les 10 jours à l'hôpital, là, c'est quand même tout un défi, parce que dans ma chambre, on était 4. En face de moi, il y a une personne qui a jamais bougé du temps que j'étais là, dans le coma. Wow. À gauche de moi, c'est quelqu'un qui souffrait physiquement puis qui gémissait. Puis en diagonale de moi, c'était une nouvelle personne tous les jours. Tu sais, fait que c'était, tu sais, ce monde-là. Moi, tu sais, ma mère, elle venait me voir tous les jours parce qu'elle travaillait à Montréal. Mon père, il venait probablement tous les jours aussi parce que c'est mon père, puis il a failli perdre son fils. Tu sais. Ben, c'est sûr. Ben oui. Puis de l'école, il y a Louise est venue. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, ça doit pas arriver souvent qu'il y a quelqu'un qui passe proche de mourir du jour au lendemain. Il y a... Puis les 2 seuls étudiants qui sont venus, c'est Phil Roy puis Mike Kunta. OK. Quand même. Puis, Phil Roy, c'était mon best bud de l'école de ce temps-là. Tu sais, on avait fait de l'impro collégial un contre l'autre. Fait que quand on est arrivé à l'école, on s'est retrouvés immédiatement. Fait que ça, c'était vraiment cool de sa part de venir me voir puis m'amener à un Subway, là. Ça, c'était hot. Mais, tu sais, les nuits, là, de quand tout le monde doit partir puis que tu redeviens seul à l'hôpital. T'es pas chez vous, là. Non. C'était 2010, fait que t'as pas de téléphone, t'as pas de cellulaire, t'as pas TikTok, t'as pas YouTube, t'as rien. On avait loué une télévision là-bas. Tu peux prendre une télévision, tu sais, comme cathodique, grosse de même dans ce temps-là, qui était sur mon côté, là, puis là, mes soirées, c'était ça, là, puis j'avais mal à un côté parce qu'il y a un char qui m'était rentré dedans, puis oh mon Dieu, mais quand l'école a terminé, quand je suis ressorti de l'hôpital, là, j'étais mis face un peu à prendre le choix de continuer tout de suite ou de peut-être recommencer l'année suivante. L'école de l'humour, mais tu sais, c'était impossible que je veuille recommencer l'année suivante, là. C'est trop gros, l'école de l'humour, c'est trop cher aussi, puis puis c'est trop comme un flow qui te force à aller vers l'avant puis de vouloir, tu sais, performer. Fait que j'ai dit non, je vais revenir en janvier. Tu sais, moi, c'est le 29 novembre que je me suis fait frapper par un char. C'est comme 1 semaine et demie avant la fin de la session, là. J'ai pas manqué grand-chose. Peut-être 2 semaines. Puis, fait que c'est pas long, là, en début janvier, pour revenir à l'école de l'humour. Vraiment pas. Puis j'étais crissement en commotion cérébrale encore, là. Sauf que je m'étais acheté des livres de tu sais, je faisais plein de tests de diction, j'écrivais, j'ai écrit des cahiers Canada complets de lettres, là, pour, tu sais, fait que je voulais que ça fonctionne, puis ça a fonctionné. Mais après ça, quand j'allais dans mes cours d'écriture politique, puis que là, que le devoir, c'est de faire un dossier de presse, ben, c'était impossible que je fasse ça, là. C'était impossible que ça me tente un peu de faire ça. Puis, sauf que, tu sais, je me suis vraiment concentré sur humour de scène, qui est, tu sais, pour le show des auteurs. Ouais. Où là, justement, j'écrivais vraiment à la Monty Python, puis des trucs de même. C'était vraiment ça, mon époque, à l'école de l'humour. Puis d'ailleurs, très peu servi, là, quand c'est ça ton influence, là, à l'école de l'humour, à cette époque-là. Là. On n'écrit pas beaucoup de sketchs, on n'écrit pas beaucoup d'humour, là, je trouve aussi. Tu sais, c'est la meilleure école pour devenir un auteur pigiste au Québec, là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis, je dis pas, j'ai rien contre l'école, je dis pas que les gens devraient pas le faire, là. Au contraire, c'est juste choisis bien ton programme, puis sache que tu peux écrire chez vous aussi 1 ou 2 ans avant d'aller à l'école de l'humour, tu sais. En tout cas, oui. Puis c'est ça, après l'école, fait que finalement, tu sais, normalement, on a comme 2 sketchs par auteur, là. Nous, on était 11 là, dans notre cohorte d'auteurs, puis on a 2 sketchs, finalement, moi, j'en ai eu 4. J'en ai eu 4 parce que je me suis vraiment bien entendu avec le prof, puis il y a aussi des comédiens qui étaient sur le show. Il y avait lui qui jouait Jules dans Bulldog Bazar. Oui, son nom m'échappe, mais oui. Moi aussi, mais disons que c'est Jules son nom. Puis lui, là, c'était un idole de jeunesse. Là. Ça, Bulldog Bazar, là, c'est un hidden gem, je trouve, dans la culture jeunesse québécoise. C'est super bon. Ça a suivi Vas-y Mollo, fait que c'est un peu comme... Puis c'est arrivé comme quand Canal Famille existait, là, fait que...
Mais bon, puis lui, il avait dit, je veux faire ce sketch-là. Tu sais, comme un des sketchs que j'avais lu, là, que c'était un hommage à comment, je sais pas, je me rappelle plus, un gars qui fait des back vocaux dans des vieilles chansons, là, comme des parodins, mettons, là. Puis lui, il avait flashé là-dessus. Fait que, tu sais, le texte était juste comme, retrouver ses meilleurs moments dans telle chanson. Puis là, il faisait juste comme, wa 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 wa. Tu sais, puis c'était ça, le sketch, tu sais. Puis en tout cas, lui, il avait flashé là-dessus. Fait que là, j'avais un sketch de plus. Puis là, c'est Jean-Pierre Plante, qui était mon professeur d'écriture. Tu sais, lui, ça donnait qu'on prenait le même autobus souvent pour partir de l'école. Fait qu'on jasait full de ça. Fait que je m'étais vraiment concentré sur ce cours-là dont j'avais l'impression qu'il visait ce que moi, je voulais faire. Mm-hmm. Puis là, turns out, ben, j'avais plein de cours que je coulais parce que je remettais pas les affaires. Puis là, Louise était comme, t'es sûr que ça va bien, Olivier? Puis là, tu sais, je suis dans le déni totalement. J'ai 20 ans, je veux pas dire que ça va pas bien. Puis, en tout cas, finalement, mon stage... T'as l'impression à cet âge-là que si tu quittes l'école de l'humour, t'as l'impression qu'il y aura rien devant toi. Ben oui, exactement, là. Surtout à 20 ans, ça allait surtout, bien là. Pendant un bout, là. Ouais. Ça allait bien, là, pendant un bout. La première session, là, je performais, puis au cours de procédés, je punchais, puis je m'entendais bien avec les profs, je m'entendais bien avec les autres. Puis là, ben, cet accident-là a fait que je me suis... Tu sais, j'ai manqué quand même un bout de l'école, tu sais, puis je me suis je suivais plus personne, tu sais, j'allais dans aucun party, j'allais pas prendre de bière parce que j'étais ben trop fatigué aussi, là, puis j'étais incapable de me concentrer dans les cours à cause de la commotion, fait que j'avais pas envie de passer... Puis aussi, ça a été long avant que je clique sur la gang d'humour en général, puis même aujourd'hui encore, j'aime mieux conserver mes amitiés qui datent, tu sais, mettons, du cégep, puis... Mais je trouve dernièrement, tu sais, avec notre gang, tu sais, nous, on se connaît pas encore tant que ça, même si c'est facile de dire que, tu sais, si on était ensemble une soirée, on s'ennuierait pas. Mais tu sais, avec les pile-poils, puis avec la gang qui est en train de se créer avec Radio TW, puis tout ça, puis la gang du Minifest aussi, je trouve que là, on est en train de, enfin, de trouver, je trouve que c'est plein de monde qui se reconnaissaient pas dans l'humour, qui là sont en train d'enfin de se rassembler pour créer un autre milieu de l'humour, là, parce que c'est quelque chose de plus sain, quelque chose qui est plus axé, plus vrai, mais c'est moins axé sur la compétition, plus sur la collaboration. Il y en a toujours eu là, de la collaboration, mais ben oui. J'ai l'impression, tu sais, quand je travaille, mettons, avec les pile-poils ou que je vois ce que vous faites, que je vois plein de gens ce qu'ils font. Je suis pas comme, les maudits sont rendus là. Tu sais, je suis comme, c'est cool qu'ils soient là. Puis je sens le, tu sais, puis, tu sais, entre guillemets, je suis rendu un pile-poil, là. Parce que j'écris assez avec eux. Tu sais, ils m'appellent le pile-poil invisible. Mais, tu sais, ils ont, avant que je sois là, tu sais, ils ont longtemps été regardés de haut par ben du monde. Oh oui. Puis là, il y a un respect, j'ai l'impression que c'est créé, mais tu sais, eux autres même le disent, là, ce qu'ils faisaient avant, c'était pas incroyable non plus. Puis ils ont fait ils ont commencé tellement jeunes. Ils ont commencé très jeunes, puis leur classe, leur propre école de l'humour qu'ils se sont fait eux-mêmes, ben ils l'ont fait sur le web. Fait que c'est sûr que la rater sur le web... Tu t'exposes plus que de le faire dans un bar où il n'y a pas de conséquences 2 jours après. Tu sais, la conséquence c'est sur toi, là, ou à l'école, puis que les autres vont te juger. Tu sais. Eux, c'est devant tout le monde, mais tu sais, maintenant, ils ont atteint une maturité. Mais j'ai l'impression, mais c'est ça que je trouve beau, il y a cette collaboration-là. J'ai l'impression qu'on est moins chacun dans nos petites affaires. Totalement. Je pense que dans ce groupe-là dont on parle, on a tous l'impression que quand quelqu'un monte, on monte. Ouais. Tu sais, comme quand les pile-poils sortent le scram, j'ai l'impression que on se sent représenté, tu sais. Ouais. C'est la même chose pour vraiment l'alternative, là. Exact. Même chose pour les Picbois qui ont peut-être été à l'avant-plan de ça. J'ai l'impression que c'est les premiers un peu là, de ce genre d'esprit de collaboration-là. On est une gang, on s'aime tout le monde, puis on va travailler chacun pour tout le monde, tu sais. Puis ben c'est ça, quand je vois que les Picbois vont faire quelque chose à télé, qui se font signer par Juste pour rire ou chez Bang ou peu importe où ils sont, ben moi je vois ça, puis comme tu dis, je me dis ben moi aussi ça me fait m'élever vers quelque chose de plus. C'est vraiment ils défoncent des portes, tu sais.
Ouais. Ah ouais, puis ils défoncent C'est- pour du ouais. monde comme toi, puis du monde comme moi, puis Exact. puis tout le monde, c'est ça. C'est vraiment cool. Exactement. Ouais. Ben, sur cette note positive, on a traversé une grande zone de déprime pour arriver à quelque chose de positif, pareil comme Pink Floyd The Wall, Eh ou oui, quelque chose de plus. Hey, ça peut être beau, là. Ça peut être le exact. fun. Puis il y a des passes rough. Ouais. C'est sûr que là, il y a vie à l'extrême là, quand on arrive dans la partie classique en dessin animé là, avec tu sais qui parle de sa mère là, puis que c'est quand ça commence ce bout là avec les fleurs qui poussent là, ça me donne des frissons d'en parler là. Non, ben, tu sais, c'est un pénis puis un vagin, mais Ouais. ça devient violent, là. C'est plus de la belle fécondation de plantes puis Ouais, de non. fleurs, là. C'est rough, puis bam bam puis là après ça, tu sais les marteaux puis qui marche avec le drapeau britannique qui se décompose pour devenir une croix ensanglantée, puis c'est fort là. Puis tu sais comme la scène devant le juge là, moi c'est celle-là que j'avais analysé au secondaire là, que le juge c'est comme des gros, tu sais c'est des grosses fesses avec un vagin là, puis avec c'est tellement rough là, puis tu sais si t'es dans le bon état là, si tu vis une autant Pink Floyd Dark Side of the Moon avec le magicien d'Oz, tu sais, quand tu prends du moche là, je l'ai jamais fait, on sait c'était qu'il y a de Thomas Levac, ça, de regarder The Wall. Non, d'écouter The Wall en regardant The Wizard of Oz. Ah ben Dark Side of the Moon, tu veux dire. Ouais. Parce que oui, excuse-moi. Parce que tu sais, quand tu parles les deux en même temps, c'est assez magique là, que tout fonctionne à ce point-là. Là. En tout cas, mais être dans la mauvaise zone en regardant The Wall, c'est assez rough ce qui se passe. Ouais. Non, regardez-le au bon moment, quand vous êtes détendu, quand vous êtes relax, puis c'est correct que vous soyez déprimé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est pas un autre. Ça. On va faire une petite pause, Oli, et au retour, ça va sentir les muscles puis la testostérone. Et non, on ramène pas Testostérone, l'émission de Marc Boilard à TQS. On va pousser de la fonte avec Pumping Iron et Schwarzenegger. Mais juste avant, tu ne resteras pas silencieux pour dire tout le mal que tu penses de A Quiet Place. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Téverge, JF Lebel, John Vanance, Lucie, Noémie Bellefleur, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Oli Roberge, avec qui, en première partie, on a jasé de Monty Python's Meaning of Life, Napoléon Dynamite et Pink Floyd The Wall. Un film que t'as pas aimé, c'est A Quiet Place, un film de 2018 de John Krasinski. Pour ceux qui ne replaceraient pas, John Krasinski, c'était Jim dans The Office, avant qu'il ait une carrière d'homme musclé qui combat tous les dangers. Ça le met en vedette, ça met aussi en vedette Emily Blunt, son épouse dans la vie et dans le film. Ça raconte quoi, A Quiet Place? Ça raconte un monde post-apocalyptique dans lequel on doit pas faire de bruit parce que des monstres extraterrestres qui sont attirés vers le bruit
détruisent tout sur leur passage. Mhm. C'est ça. C'est ça, ce film-là. C'est une famille qui sont installés dans une espèce de campement, un bon campement, là, entouré de barbelés, là, et tout. Puis c'est ça, tu sais, il faut qu'il... À un moment donné, il y a une bébite qui s'introduit, là, puis là, il faut qu'il gère ça, là. Qu'est-ce que t'as pas aimé de A Quiet Place? Moi, j'ai commencé à m'intéresser pour de vrai, puis à aimer les films d'horreur et les films de monstres pendant la pandémie, puis Ok. puis avant ça, c'est pas que ça m'attirait pas, mais j'avais peur d'avoir peur, tu sais, puis que ça me suive la nuit quand j'essaie de dormir, tu sais. Puis finalement, ben c'est juste le film d'horreur pour moi est ce que le film humoristique aimerait être, tu sais, surprenant. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Puis les bons films d'horreur, c'est les films qui nous surprennent par leur intelligence, leur plot twist, ce genre d'affaires-là. Mhm. Et je trouve que A Quiet Place, c'est pas intelligent. Dans quel Je sens? trouve que ça marche pas l'affaire de mettre une traînée de sable sur 25 km pour pas faire de bruit. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça prendrait 1 million de poches de sable. Puis s'il y a du vent, il y a pas de sable. Ouais, S'il y a de c'est la ça. pluie, il n'y a pas de sable. S'il y a 10 personnes... En tout cas, ça a tellement pas d'allure de créer... Moi, je trouve que c'est tellement pas clever. Je trouve que... Tu sais, le spoiler alert, on s'en fout anyway de spoiler dans un podcast où on parle de film, là. Mais vous l'aviez pas trouvé encore, la solution des amplificateurs de son? Vous n'y avez pas pensé à ça? De mettre du son fucking fort? Moi, tu sais, comme... Moi, dans ces films-là de zombies, là, souvent, ou tu sais, de trucs post-apocalyptiques causés par des monstres, ce qui me bloque souvent, c'est que s'il y avait des zombies, là, l'armée américaine les décollerait. Oui. C'est sûr et certain, là. C'est sûr et certain. Fait que pour que ces films-là fonctionnent, faut que ça soit super clever. Faut qu'il y ait une raison pourquoi l'armée s'en occupe pas. Tu sais, mettons le jeu vidéo Last of Us. Oui. Ça, c'est bien pensé. Parce que tu vois que l'armée est là pour encercler justement la ville où il y a les zombies, la région où il y a les zombies. Puis les gens qui sont pognés dans cette région-là doivent se soumettre à plein de règlements ultra comme anxiogènes puis super désavantageux pour eux. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent en sortir, puis c'est pour ça que l'armée veut pas qu'ils sortent de cette zone-là. Ouais. Pour vrai, là, ces monstres-là, dans A Quiet Place, c'est sûr et certain qu'un tank ou un jet ou un drone qui pitch ça les démolit, là. Parce qu'à la fin, ils réussissent à le battre en mettant un amplificateur pour les malentendants sur le bord d'un speaker, puis là, ils sont genre... Puis là, ils leur tirent dessus avec un shotgun, puis c'est pas mal fini, là. Mais c'est un peu comme arroser la sorcière dans Wizard of Oz. Ouais, exact. En 1939, je comprends. Ouais, c'est ça. Puis même Ernest avec le lait aussi, là. Dans Ernest et les monstres, je pense, là, c'est qu'il verse du lait, là, mais j'ai pas assez écouté Ernest, j'ai toujours juste le souvenir, à un moment donné, il verse comme un carton de lait sur un zombie. Hey, c'est pas important. Ça reste Ernest. Puis dans A Quiet Place, à un moment donné, ils vont sous une chute, puis là, ils peuvent parler comme ils veulent parce que la chute elle brouille le bruit. Ouais. Puis ça aussi, c'est une autre affaire qu'il aurait pu exploiter. Tu sais, comme, ça veut dire que tout le monde a été tellement pris de court, puis là, dans le 2, on voit que ça vient d'une météorite, puis que ça sème un espèce de branle-bas de combat épouvantable. Mais même à ça, même s'il y avait un branle-bas de combat épouvantable, l'armée, une autre armée quelconque ou un autre endroit aux États-Unis aurait été capable d'envoyer 20 jets, là. J'ai voir ton chat qui colle sur le camp. Non, il a fait bon, en tout cas, il a fait tomber quelque chose. Puis... si on était dans Quiet Place, là, je serais mort. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, cette situation-là qui est créée, il aurait créé un précédent jamais vu, évidemment. Il y aurait plein de monde qui serait mort, il y aurait eu plein... Mais tu sais, mettons, si t'habites là, au 20e étage d'un building, tu devrais être chill, là. Ouais.
je sais pas, là, tu sais, puis pour ça, c'est très personnel à moi, mais moi, j'étais un gars qui, quand il y a un hype sur quelqu'un ou quelque chose, je suis 10 pieds de reculons. Puis le fait que ce soit Jim de The Office qui fasse ce film-là, c'est comme, t'as eu un passe-droit pour pouvoir produire ce film-là, là, T'étais parce qu'il est connu, pas là. assez, il est pas assez bon, là, il est pas, tu sais, pis c'est pas, tu sais, le film en tant que tel est pas mal fait, le film en tant que tel est pas mauvais selon les mathématiques d'un film, Mhm. mais vu que c'est un film d'horreur, faut que ce soit clever à l'os, là. Ouais. Il faut que... Parce que, tu sais, si t'es quelqu'un qui réfléchit ou qui analyse les films, tu trouves la solution, là, dès que la première indice t'est annoncé, là. Ouais. Il y a un de mes profs au cégep, Saint-Laurent, là, dans le cours de cinéma hollywoodien, m'avait parlé du genre du... Je suis plus sûr exactement de la nomenclature, mais du genre du 10 ou du 16-minute mark, où souvent t'as la réponse du film Oui. à ce Ouais, moment-là. ouais, à 10 minutes, ouais. À 10 minutes. Puis ça, j'en ai parlé à ma blonde, puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas d'analyser ça. Puis dans ce film-là, c'est vraiment évident, là. Puis le fait que lui, là, tu sais, t'imagines le père que dans son sous-sol, ça fait des semaines, des mois qu'il fait des recherches sur comment, tu sais, sur l'amplification, là, puis comment, hey man, pour vrai, là, tu mets une guitare proche d'un ampli à 100$, ça fait du feedback, là. Ouais. Tu sais, pour, come on, là, tabarnak, là. Voir qu'il y a pas un tech de son, DJ GM ou ben, tu sais, quelqu'un, je sais pas, là, quelqu'un aurait pensé à ça, c'est sûr, là. Oui, puis tu vois, c'est ça qui m'a énervé. Par exemple, je vais faire une parenthèse dans ce genre-là. Il y a le film Don't Look Up qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Je sais pas si tu l'as Ouais. regardé. J'ai essayé de le regarder, mais j'étais pas dans une assez bonne Ok. passe parce que c'est vraiment comme trop... puis ça aussi, là, vu que le casting est overhype, là, je suis comme, j'aurais mieux aimé des gens pas connus, finalement. Ouais. Mais ce qui m'a énervé de ce film-là, c'est qu'on dirait qu'il y a juste les États-Unis qui existent. Ouais, Fait ouais, que ouais, ouais. Tout repose sur est-ce que les Américains vont être capables de détruire l'astéroïde. Mais tu sais, je suis comme, ouais, mais on habite quand même dans un monde où il y a la Russie puis la Chine qui ont autant, sinon plus, de ressources que nous. Ben oui, exact. Si les États-Unis font, ah ouais, on a construit une fusée puis ça n'a pas marché, ben il y a deux autres pays qui vont faire. Puis s'il y a vraiment une menace comme telle sur la Terre, ben la plupart des pays, ou ben ils vont s'unir en groupe, fait que le Canada, les États-Unis, Exact. le Mexique, l'Europe qui vont être Exact. comme nous, on finance ça de notre bord. Puis de l'autre bord, t'as les Russes qui vont être comme nous autres, si on essaye. Puis la Chine qui va dire nous autres, si on essaye. Puis ils vont tous essayer d'envoyer des bombes et des missiles sur un astéroïde. Puis j'étais comme, mais dans ce film-là, il y a juste les États-Unis qui, on dirait qu'ils Ouais, essayent. ouais. Puis même quand ça rate, puis qu'ils disent on va trouver une autre solution. Mais non, tous les autres pays du monde auraient fait, ben non, arrêtez, là, on va s'en charger nous-mêmes. Exact. Ben ouais, ça m'a exact. énervé. Mais c'est un film hollywoodien, là. Tu sais, c'est Ben, ça il y a ça. l'affaire. Puis, tu sais, comme moi, là, Jonah Hill, Ouais. moi, son genre de personnage-là, là, moi, je suis plus capable. Là. Je trouve Mm. vraiment pas ça drôle. Là. Mais je sais qu'il y a du monde là, qui il ne jure que par Leonardo DiCaprio puis son entourage, là, mais pour vrai, là, revenez-en. Là. Wolf of Wall Street, moi, j'ai trouvé ça tough à regarder par bout. Là. Je trouve pas ça si hot des millionnaires qui jouent à être complètement défoncés sur la drogue. Là. Mm. Moi, la deuxième fois que j'ai regardé Wolf of Wall Street, je l'ai plus aimé. Ouais, moi, c'est un La film que première fois, j'aime beaucoup, mais c'est pas un film où tu devrais aimer le personnage principal. Non, c'est ça. Mais j'ai trouvé la première fois que c'était comme un film prétentieux un peu. Puis c'est surtout Ok. que c'était dans la phase où c'était tellement important que Leonardo DiCaprio ait son Oscar. Là. Ouais, Puis ouais. je sentais vraiment que chacune de ses performances, mettons, après The Departed, toutes ses performances étaient orientées vers gagner un Oscar. Là. Mm. Je comprends Puis, tu sais, ce que tu veux mettons, dire. Tom Hanks, lui, il a pas fait ça. Puis personne dit comme, wow, Tom Hanks. Mais tu sais, moi, j'aime mieux Tom Hanks, là, ultimement. Là. Puis Tom Hanks faisait des comédies romantiques puis des comédies ben niaiseuses avant de faire Philadelphie. Exact. Mais pas en moi, recherche de quoi que ce soit. mon film préféré de Léo, c'est Catch Me If You Can. tu sais. Ah ouais. Puis ça, Super c'est un film avec performance. Tom Hanks aussi, là. Ouais. C'est quoi les films d'horreur qui t'ont marqué? C'est quoi tes films d'horreur préférés? Un qui me vient rapidement en tête, puis qui est pas souvent mis dans des listes comme ça, mais on a écouté
Paranormal Activity. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps... Tu sais, mettons, celui que c'est avec la Kinect de Xbox, je trouve ça stupide, là. Tu sais, là, je trouve qu'ils sont allés trop loin, là. Comme, OK, votre idée. Mais celui qu'ils mettent une... Tu sais, qui se passe dans les années 90, puis qu'ils mettent une caméra sur le moteur d'un ventilateur, puis que la caméra, elle panne de gauche à droite tout le long. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Puis après ça, ce qui se passe dans le film, pour moi, est un peu moins important quand l'idée est bonne. Ouais. C'est quand comme ça, parce que à chaque fois que la caméra va à gauche, elle reste là un peu comme un ventilateur. Puis là, on sait pas ce qui se passe à droite. Ouais. Puis là, à chaque fois que la caméra va à droite, un petit... Oh, qu'est-ce qui va arriver? On sait pas ce... c'est ça. Puis la plupart du temps, il y a rien. Mais quand l'anticipation est bonne comme ça, je trouve ça magique. Les films qui m'ont marqué... Il y a des films, tu sais, assez classiques, là, quand même, assez contemporains, tu sais, comme Us, c'est malade. Ouais. Midsommar, je trouve que ça se rapporte un peu à The Wall, tu sais, extrême, là, puis orienté vers te faire vivre un bad trip de toutes les drogues hallucinogènes, tu sais, de l'ayahuasca, puis ce genre d'affaires-là. Ça, je trouve, tu sais, c'est une expérience, là, tu sais, c'est vraiment de quoi... t'as jamais à réfléchir dans Midsommar, je trouve, là, ça dans un film d'horreur, quand... Justement, comme dans A Quiet Place, je trouve que ça te porte toujours à réfléchir sur la véracité puis la possibilité que les choses se puissent, parce que c'est trop proche de la réalité, mettons. Ouais. Mais dans un film comme Hereditary, mettons, ça, t'as jamais à réfléchir parce que c'est tellement fucked up. Ouais. C'est tellement over the top. C'est déjà... Puis l'ambiance est anxiogène pour de vrai, tu sais. Dans A Quiet Place... Quand la solution dans un film d'horreur, c'est qu'il y a un gros monstre méchant, ça me fait décrocher, là. Si je suis comme, tant pis, hein. C'était un monstre méchant, finalement. Puis, c'est pas un slash. Tu sais, dans un slasher, c'est ça le but. Mais quand le truc psychologique, finalement, est résolu parce que c'était un gros monstre méchant avec des dents acérées et une force qui est capable de scinder. Tu sais, quand c'est juste parce que les stats que t'as mis sur ton méchant sont OP, qui fait en sorte que tout le monde a peur, moi je trouve que ça crée aucune anxiété que le film d'horreur peut me créer. J'aime les trucs paranormaux aussi. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est parce que tous les titres de films d'horreur contemporains se ressemblent, je trouve. Tu sais, le film qu'il y a comme la maison est possédée par un démon, là, puis c'est le démon, il a la face rouge. Oui, Insidious, ouais. Ben ça, j'ai aimé cette saga-là aussi. Le fait que ce soit comme des chasseurs de fantômes, puis que le film... J'aime aussi quand les films d'horreur sont un peu plus proches du film indépendant que d'un film hollywoodien. Quand c'est overproduit, un film d'horreur, ça perd de sa proximité avec nous. Quand je suis capable de voir les fils... Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Quand je vois un peu les ficelles dans un film d'horreur... je comprends l'anxiété. Ouais. Tandis que quand c'est justement comme A Quiet Place qui est 100% hollywoodien, quand il y a du CGI, quand on fait face à un monstre puis qu'ils sont comme « Oh non! » Finalement, par un acte héroïque et mélangé à du hasard, ils réussissent à vaincre le monstre. C'est comme... Ouais. C'est difficile pour moi d'assumer ça, là. Ça devient un film... Pour moi, ça devient juste des films hollywoodien d'action à saveur anxiogène. Je comprends ce que tu veux dire. Ton plaisir, quoi? On va quitter le monde des gros bonhommes méchants pour aller vers des gros bonhommes qui s'entraînent. On va rester avec des gros bonhommes. Yes. Avec Pumpkin. J'arrive pas à le dire. Pumpkin Iron. Oh yeah. 1977 de George Butler et Robert Fiore. C'est un documentaire sur l'entraînement de Arnold Schwarzenegger. Son entraînement pour qu'il ait une 6e fois le titre de Monsieur Univers en 1977. En fait, c'est un documentaire qui était filmé pour sa dernière run en tant que pour compétitionner pour Mr. Universe, tu sais, qui est la plus grande. Tu sais, moi je m'intéresse pas au bodybuilding, mais je suis toujours au gym, principalement à cause de la lutte, puis fait que tu sais. Mais c'est même pas en lien avec ça.
déjà, c'est un film qui parle de plusieurs personnages. Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Napoléon Dynamite dans l'univers. Mais déjà, à la base, ça parle d'Arnold Schwarzenegger, qui est sûrement comme... avec Pamela Anderson, genre la représentation hollywoodienne des années 80-90. Ouais. Tu sais, le gars de 6 pieds 3 avec les muscles de G.I. Joe. Même G.I. Joe ferait pas le figure à côté de lui, là. Le Terminator. Tu sais, c'est Arnold, mais Oh, c'est il joue dans Predator. Tu sais, il est... Pour vrai, il est dans Predator, vous allez me dire que la bébite, le Predator a pas peur de ce gars-là. Ouais. Ah, mais il y a rien... Puis Arnold, autant, moi, je trouve que lui, il a vraiment bien vieilli là, dans sa manière de penser, puis il est full anti-Trump, là, puis je trouve que Arnold, il a quand même une belle autodérision par rapport à qui il est, tu sais. Puis je trouve ça magnifique, mais autant que dans ce temps-là, je sais pas si tu l'as vu, Pumpin' Iron. J'ai jamais vu Pumpin' Iron. Hey, je te le passerai, ce film-là, puis Arnold, là, il est au sommet de son art, tu sais, comme... Il compare la pompe, là, qui est quand, tu sais, comme la pompe musculaire quand tu t'entraînes à un orgasme. Puis la première scène, ben, il a raison de se croire parce que, tu sais, surtout à ce moment, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de bodybuilders qui l'ont dépassé, là, côté musculature, puis tout, parce qu'aujourd'hui, les produits d'entraînement sont crissement plus évolués. Puis l'entraînement aussi, là, les gyms dans lesquels il va, là, tu sais, les murs sont en briques ou en ciment. Puis il est-tu déjà aux États-Unis ou il est encore en Autriche? Oui, là, c'est sa dernière run, là. C'est sa dernière run, là. Après ça, il prend sa retraite du bodybuilding pour aller à Hollywood. Fait que, tu sais, quand il est arrivé aux States avant d'être musclé, là, tu sais, c'est vraiment aux States, ben, il devait être musclé, là, parce que tu pars pas nécessairement de rien, là. C'est pas ce récit-là, là. Mais il est l'incarnation du rêve américain, du self-made man, du tout est possible. C'est le jeune gars d'Autriche, il y a des vidéos qui parlent qu'il est arrivé, là, le classique, je suis arrivé avec 10$ dans mes poches, puis voici où j'en suis. Puis à ce moment-là, là, le cockiness d'Arnold, ben tu sais, si t'aimes pas le personnage, tu vas l'haïr, là, mais si t'aimes le personnage, là, Arnold, là, il est... Parce que tu sais, quand il est au gym, là, dans le film, tu sais, tout le monde, tu sais, est comme, oh my god, c'est Arnold Schwarzenegger, là. Il y a personne comme lui. Puis là, tu le vois forcer, comme, il force, puis là, t'as tout le monde qui le regarde en admiration, tu sais. Puis la première scène de ce film-là, avant le genre de générique du début, c'est Arnold puis Lou Ferrigno, qui est comme son espèce qui était le Hulk. Original dans la série Hulk à l'époque. Tu sais, c'est fou, hein, parce que Hulk, c'était juste lui maquillé en vert dans ce temps-là. Il y avait oui. Puis à côté, t'as l'acteur Bill Bixby, qui est genre le petit gars au monde qui joue, qui est en train de jouer Bruce Banner. T'as le gros gars qui arrive à côté, comme, on joue le même rôle, ça a l'air. Exactement. Puis, c'est-tu Lou Ferrigno ou en tout cas c'est parce qu'il y a plusieurs il y a pas mal de bodybuilders qu'on suit un peu cette run là en même temps, mais la première scène c'est Arnold puis un autre bodybuilder qui sont avec une danseuse de ballet puis ils se pratiquent à faire des mouvements ultra gracieux parce que tu sais quand ils font leur présentation à Mr. Universe, tu sais il faut que leur corps soit présenté de la bonne manière, tu sais il faut qu'il y ait de la grâce quand même là-dedans, tu sais faut pas que ça soit mécanique parce qu'il faut que le corps aussi musclé soit-il ait l'air humain et fluide, tu sais. Fait que, mais c'est normal aussi, c'est normal. Exact. Puis là tu vois la danseuse de ballet là, tu sais toute fine qui montre comment placer son bras à Arnold, tu sais, ses deux mains, tu sais, comme comble même pas le triceps, là, puis elle monte, puis tu sais, Arnold, tu sais, il le fait de bonne foi, mais tu sais, avec son sourire de comme, regardez-moi, je suis à un cours de ballet, là. En tout cas, puis après, tu sais, on suit Arnold, mettons, tu sais, sur la grande trame de fond, c'est Arnold s'en va encore gagner, tu sais, puis on se doute jamais vraiment si Lou Ferrigno va gagner. La deuxième histoire dans ce film-là, c'est celle de Lou Ferrigno, qui lui, on le voit s'entraîner, là, puis lui, c'est le genre le next one, tu sais, puis il est pas fait comme Arnold. Lui, il est fait plus petit, mais plus large, plus épais, plus trapu, tu sais. Puis
on suit lui avec sa famille, tu sais, des Italiens, là, son père qui l'entraîne, là, pis, tu sais, comme, il arrête pas de dire comme, hey, si tu fais pas le prochain effort, tu seras pas capable de battre Arnold. Hey, sois comme Arnold, sois Arnold, tu sais, puis à la fin du film, après la compétition, je pense que c'est juste avant le générique ou même peut-être pendant, ils sont dans un autobus, là, tous les bodybuilders puis les familles sont dans un autobus, puis eux sont assis en arrière, puis t'as Lou qui est sur le bord de la fenêtre, Arnold, puis les parents de Lou. Puis là, Lou, le père de Lou, là, il est bandé sur Arnold ben raide. Il arrête pas comme « Hey, tu viendras chez nous, là, on va t'inviter à manger, là, puis on va te faire du spaghetti meatball. » Puis il regarde Arnold, il regarde Lou, là, puis tu sais, il est cocky, puis il le bully ben raide, là, puis il est comme « Ah oui, c'est sûr, je vais venir manger chez vous, mais ça va m'en prendre pas mal de meatball. » Tu sais, puis t'as Lou qui, lui, il regarde par la fenêtre. Tu sais, c'est encore une quête vers... Tu sais, vu qu'il y a cette relation-là avec son père, tu sens la relation, la recherche de l'approbation, de la fierté de son père, la recherche d'amour. Mais tu sais, Lou, il a eu une grande carrière. Puis là, après ça, on suit là, 2-3 autres bodybuilders qui, eux, vont pas gagner. Là. Il y en a, dont un, je vais voir si je peux... voir là, il y a Franco Columbu qui c'est lui Franco Columbu. Okay. lui c'est juste un bodybuilder, je l'ai jamais vu ailleurs, mais c'est lui c'est le body à Arnold qui lui gagne toujours Mr. Universe, mais dans la version de poids plume, genre. OK. Tu sais, Arnold, lui, devait peser 250 livres, lui devait peser 180, mettons. Fait que ça, c'est le chumé à Arnold, c'est lui qui fait au début qui fait le bodybuilding, qui fait le ballet avec. Puis t'as un autre, mais je trouvais pas son nom, là, mais quand tu vas le voir, tu vas le reconnaître tout de suite. C'est un bodybuilder type, mais tu sais, dans les années 70-80, les gens, même s'ils faisaient de la calvitie, ils se laissaient pousser les cheveux longs. Oui. Puis lui, surtout pour un concept de bodybuilding à l'époque, tu sais, il y a pas encore, tu sais, la tête chauve, je pense pas qu'elle représente encore. Tu sais, aujourd'hui, c'est très masculin, très mâle. Je dis ça. Je suis chauve aussi, là. Oui. Mais celui-là, tu sais, il a des cheveux longs, blonds, très, très fins, mais blonds bleachés, là, tu sais, parce que, puis en plus, il a sa peau quasiment calcinée par le bronzage, là, comme les bodybuilders veulent. Puis lui, tu le vois au début, puis il parle, tu sais, puis il est avec sa famille chez eux, puis il fait comme, oui, cette année, je m'essaie. Je pense que je suis capable de gagner Mr. Olympia régional pour pouvoir me rendre, tu sais, puis tu vois que c'est... Tu sais, lui, il a les mêmes aspirations qu'Arnold, mais il y aura toujours l'ombre d'Arnold qui va couvrir tout le monde. Wow. Puis là, puis tu sais, tu le vois, il est avec ses enfants, puis là, tu sais, ses enfants, ils montrent leur petit muscle d'enfant de 4 ans, puis il est comme « Oh, that's cool! » Puis, mais tu vois, lui, il y a comme... Tu sais, il y a pas beaucoup de sourcils, genre, ou je sais pas si c'est à cause du bronzage, puis de ses cheveux super blonds qu'on le voit pas, mais il y a des grands yeux ronds, globuleux, que tu vois toute la peine de sa vie constamment là-dedans. Non. Puis là, tu vois une compétition, puis finalement, il réussit même pas à gagner Mr. Olympia pour se rendre plus loin. Puis dans la compétition, tu sais, eux autres, ils s'huilent, puis ils se mettent de l'auto-bronzant, puis là, ils sont fucking huileux. Puis là, lui, il cherche sa serviette, tu sais, puis il est comme... je suis tellement stressé parce que je trouve pas ma serviette. Hey, t'as-tu vu... t'aurais-tu vu ma serviette? Non, ok. Ah, c'est qui vient de passer? Ah oui, il y a eu combien? 95? Il est ultra insécure. Ah ouais, puis là, il est comme... Wow, je suis vraiment fier de lui. Il est tellement bon, puis il est insécure. Turns out, c'est Arnold qui avait caché sa serviette juste pour le faire chier, genre. Wow! Tu sais, c'est du gros... En même temps, tu sais, c'est tous des hommes ultra testostéronés, puis sûrement stéroïdés aussi. Tu sais, Arnold, il va gagner, il s'en fout, là. Il y a pas d'empathie du tout, là, dans ces affaires-là, là. En tout cas, je trouve que, tu sais, en surface, c'est un film de bodybuilding, puis ça parle d'Arnold, mais il y a tellement d'émotivité là-dedans, puis de quête de l'approbation, puis d'amour, puis il y a beaucoup d'insécurité qui, moi, me rendent ce film-là totalement attachant. Ouais, mais je suis en train de regarder une photo de Arnold qui flex, là, tu vois juste... Ouais. Puis on dirait que ses bras, c'est un paysage d'Alpes suisses. Tellement! Ça a l'air de ça. Il pourrait quasiment avoir de la neige sur le top de ses muscles tellement c'est énorme.
Ah ouais, un petit Tu fais juste pic, là. skier, là. Ouais, non, ça, c'est des muscles hyper pointus. C'est effrayant, là. Ah ouais, Non, un humain devrait pas avoir ça. Puis il est large du chest, mais Ouais. il y a quand même un petit torse, il y a quand même un petit Toute bassin. petite taille, là. Tout Toute petit petite taille. taille. En bas, là, Ben, il- il y a ouais. sûrement une taille comme la tienne ou la mienne, sauf que ses dorsaux sont d'une largeur épique, là. Tu sais, ce qui fait que c'est en V comme ça, là. Tu sais, ça, Ouais. c'est les muscles du dos, là. C'est ridicule, là. Mais, ouais. en tout cas, tu sais, jamais il s'est vanté d'être clean non plus, là. Pour se rendre là. Mais ouais, c'est un film... c'est un film qui, je pense il y a eu une suite... pas non officielle, mais une suite comme... qui est sorti par rapport à un bodybuilder contemporain, puis je l'ai pas regardé, là, on dirait que ça m'intéresse pas, tu sais, le fait que ce soit Arnold aide beaucoup, là, parce que ce personnage-là est fascinant, tu sais, puis en plus de ça, tu sais, c'est quand même, je sais que t'en as déjà parlé, mais je pense avec Simon Delille de Terminator, là, mais, tu sais, Terminator, c'est hot, là. C'est vraiment bon, mais c'est ça qui est fou de Arnold, c'est qu'il aurait pu être cassé dans des très mauvais films. Ouais. Puis il y a des réalisateurs qui ont eu l'intelligence de se dire non, moi, je vais écrire des films qui sont remplis de philosophie, comme Last Action Hero. Last Action Hero, qui est mon film préféré d'Arnold, mais C'est tellement bon, Total Recall. Uh-huh. Hyper profond, mais même Terminator 2, Terminator 1, Terminator 2, c'est des films qui ont des choses à dire. Ouais. Ils se sont dit, mais pour qu'ils passent ces films-là, je vais prendre une grosse vedette, puis je vais avoir le financement de mon film. Mais en plus, tu sais, Arnold, c'est vraiment un prototype à part, là, tu sais. Même Sylvester Stallone, tu sais, il est musclé pis tout, mais il mesure 5 pieds 6, tu sais. Arnold, tu sais, il est 6 pieds 3, tu sais, il est legit dans ce qu'il représente, puis après ça, les gens auront leur jugement sur ce qu'il représente, mais quand on parle de cinéma, il y a pas personne qui a jamais à côté Arnold dans ce qu'il a fait, là. Personne. Tu sais, Jean-Claude à cette époque-là, tu sais aussi, c'était l'époque genre des action heroes, là, justement, là. Tu sais, avec Van Damme, là, puis Stallone, puis tous ceux qui ont fait je me rappelle pas comment ça s'appelle le film qu'ils ont fait dans le début des années 2000. The Expendables. Ouais, exact. Que j'ai pas regardé parce qu'on s'en fout, là, c'est un bon concept, mais on s'en fout un peu, là, de revoir tout ce monde-là, là. Mais y a rien comme Arnold, tu sais. Tu sais, mettons, si on voulait aller dans l'opposé, que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, Pamela Anderson, tu sais, elle a jamais comme vraiment eu de valeur cinématographique ou, tu sais, puis aussi ça va dans la misogynie et le sexisme de la télé, du cinéma et de la culture. Mais tu sais, elle a pas eu son rôle. Ben, par contre, il y a d'autres femmes qui ont eu ces rôles marquants-là. Mais tu sais, si Ripley ou plein d'autres films, là, on s'en fout, là, c'est pas une vraie comparaison, Arnold puis Pamela, là, c'était plus une comparaison de poster qu'une comparaison. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais Arnold, on lui doit quand même tout le bon qu'il a amené dans le cinéma, puis ce qui est aujourd'hui. Ouais. Puis je pense qu'Arnold, il y a un véritable amour du cinéma aussi, contrairement, mettons, à d'autres de la même époque, qui le font pour le chèque, qui le font pour paraître. Lui, j'ai l'impression qu'il lisait vraiment ses scénarios ou qu'il demandait à des gens, envoie-moi les bons scénarios. Je veux jouer dans les bonnes affaires. Je veux pas. Ça me tente pas d'être dans l'affaire niaiseuse. Puis oui, il y en a fait des affaires qui sont tout à fait, sont très oubliables, mais il y a quand même. Schwarzenegger a quand même un range d'acteurs intéressant. Pas incroyable, mais intéressant. Évidemment, on se souvient que c'est pas la personne qui prononçait le mieux les mots au début et tout là. Non plus. Mais tu sais, comme, c'est fou qu'à un moment donné, ils ont fait « Ok, Arnold, on va t'enlever la camisole d'armée puis les mitraillettes. On va te mettre une chemise qui va te faire paraître. Tu sais, on va savoir que t'es un homme bâti, mais tu seras plus le monstre qu'on connaît. On va te mettre dans des situations familiales. Tu vas faire des comédies légères. Puis le but, c'est qu'à un moment donné, tu sais, mettons dans la course aux jouets, là, tu sais, ça aurait pu être lui ou Adam Sandler. Adam Sandler. Sauf quand il faut qu'il joue le super-héros. C'est ça. C'est encore Arnold qui devait le jouer, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, il fait un flic à la maternelle. Ouais. Ça aussi, ça aurait pu être un peu n'importe qui, là. Mais non, il fallait que ce soit Schwarzenegger. Même chose, tu sais, le meilleur exemple, c'est... il y a Twins, où il est le jumeau de Danny DeVito.
Puis on connaît, c'était censé être quoi la suite? Hein? Oui, avec Eddie Murphy. Ouais. Ça traverse bien le temps, tout ça. Mais tu sais, il a fait Junior. Tu sais, il a quand même joué un monsieur qui tombait enceinte dans Junior. Tu sais, Ouais. Oui, il va le faire. Puis il est comme, ouais, j'ai du plaisir à le faire. Mais je pense que ça prenait Arnold pour faire ça, pour que le degré ironique de ce film-là fonctionne. C'est ça. Des fois, ça prend plus Arnold que genre... Tu sais, si ça avait été Mel Gibson qui avait été enceinte, ça aurait eu un... Ouais, c'est ça, il aurait pas cru de la même manière. Non, c'est ça. C'est ça, mais... Tu sais, puis comme tu dis, de partir du gars qui est un peu gêné de faire des mouvements gracieux de ballet à... Ouais, je vais faire un film où j'ai une grosse bedaine puis je suis enceinte. OK. Exact. J'embarque, ça me tente. Puis quelques années après, faire « Hey, tous les films que j'ai faits, ben je vais m'en moquer dans Last Action Hero. » Exact. C'est brillant. Hey, ça, c'est brillant. La scène d'ouverture de Last Action Hero, je pense que c'est ma scène d'ouverture favorite. Là. Ouais. Tu sais, qui est le stéréotype là, de ce genre de film-là, puis après ça explose, puis là, c'est du Megadeth, là, puis mais quand je l'ai vu pour la première fois, ça avait pas si longtemps que ça, là. Quand j'étais jeune, on dirait que ça m'avait pas tombé sous la main, là. Mais quand j'ai vu ça, puis que la tune de... C'est Angry Again, je pense, qui part, là, avec les explosions, là, j'étais genre... Wow! C'était vraiment ce que ce genre de film-là essaie d'amener au dude, là. Puis... Tu sais, à un moment donné, il roule bien nonchalamment sur la route, puis il y a juste une voiture derrière lui qui explose. Ouais. C'est pas... Tu sais, c'est pas mentionné, c'est pas important. Il y a juste, ben non, une voiture qui a explosé, et c'est tout. Ben oui. C'est de l'action. C'est brillant. C'est de l'action. Oli, on va devoir se quitter sur cet hommage à ce cher Arnold, à ce cher Schwarzy. Yes. Qu'est-ce que t'as à plugger? Qu'est-ce qui s'en vient sur toi? Parle-moi de tes podcasts. Où on peut te retrouver? Bon, la place principale où je fais la plupart de mes projets, c'est La Gorgée, qui est à la base un channel Twitch que j'ai parti avec Jonathan Hardy pour jouer à Zelda. On a fait des 72 heures de Zelda. Cette année, on a fait une semaine complète de Zelda. On a fait 7 jours non-stop. On a passé 17 jeux. En tout cas, avec la Gorgée... Hein? Mettons, on fait un jeu chaque. Fait que quand l'autre joue, on dort. OK. Parfait. Mais cette année, on a... C'était sur une semaine, là, fait que c'était un autre genre de terrain, là, mais il y a des moments où il y avait des jeux... Parce que pour en avoir 17, il faut quand même qu'on amène certains jeux qui sont un petit peu moins bons, là, surtout des jeux portatifs. Ouais. Puis il y a des moments où on a fait... Tu sais, mettons, Joe, il s'en allait se coucher, puis il dit « Hey, si à un moment donné, t'es tanné, là, que t'en peux plus... » viens me réveiller, puis on va faire pause, puis on va passer à un autre jeu. Tu sais, mettons, un jeu à la DS qui s'appelle Spirit Tracks, là, okay. C'était la première fois que je le faisais ever. Ça m'a pris 19 heures le faire, là. Wow. Fait qu'à un moment donné, là, puis il y a une mécanique là-dedans, il faut que tu souffles dans une flûte de pan, là, puis pour le faire, il faut que tu souffles sur la console, tout en bougeant la console comme ça, pour faire comme si c'était une flûte de pan. Tu sais, le flash est incroyable. Ouais, c'est super bon, mais... En pratique, c'est dégueulasse, là. C'est sûr. Fait qu'avec La Gorgée, on fait ça, mais on fait aussi... Là, à la base, c'était surtout pour faire de l'événementiel. On a déjà créé le Voyoustival, qui est un festival de 24 heures, 24 shows... En tout cas, puis là, on a plusieurs projets exceptionnels qui s'en viennent là-dessus, surtout des shows de scène et des événements. Donc, vous pourrez assister. Donc, suivez La Gorgée sur Facebook et sur YouTube et sur Twitch, au twitch.tv/lagorgée. Sinon, un projet qui me tient énormément à cœur, c'est la lutte. Et mon nom de lutteur, c'est le Diable en personne. Donc, sur Facebook, allez principalement sur Facebook pour suivre toutes mes activités. Facebook, nommé Le Diable en personne. Si vous le trouvez pas, c'est Le Diable en personne Pro Wrestler, parce qu'il y avait déjà une pièce de théâtre qui s'appelait, qui avait réquisitionné le nom Diable en personne. Et ça, ben, c'est fantastique pour vrai, là. Et c'est dommage que j'ai recommencé à faire de la lutte juste avant la pandémie, parce que ça m'a vraiment ramené vers justement mes racines absurdes, mes racines de sketch, parce que je fais vraiment beaucoup de vidéos absurdes avec la lutte. Tu sais, je prends ça ultra au sérieux, j'adore les combats, j'adore la performance, mais ce personnage-là m'a réconcilié justement avec ce côté foufou-là en moi, au lieu d'être juste un revendicateur. Donc, suivez ça. Sinon, avec Zach Poitras, j'ai le podcast audio présentement seulement, mais on va sûrement amener
d'autres choses dans ce projet-là qui va être vidéo aussi et plus court, là, parce que des fois, sortir un podcast d'une heure et demie à chaque semaine, c'est pas suffisant, puis des fois aussi c'est très pesant là, d'écouter ça pour les gens. Alors, mais suivez Radio TW, Radio W sur YouTube. On parle de sujets de gauche, on parle... ça faisait longtemps que je cherchais comment pouvoir publiquement parler de gens qui retardent le groupe, qui me font chier, Je trouve que aussi, de l'autre côté, de la droite, eux se permettent tout le temps de blaster les gens de la gauche qui surnomment les woke, là. Ouais. C'est malade comment ils ont déjà instrumentalisé le mot woke. C'est fou, hein? C'est dégueulasse, pour vrai. Mais c'est pour ça qu'on fait ce projet-là. On commence à avoir des invités intéressants. C'est pas aussi facile que booker des humoristes, mais des fois, on a cancellé un de nos épisodes parce qu'on s'était mis à parler d'appropriation culturelle autochtone, juste moi pis Zach, puis là on était comme c'est pas à nous de parler de ça sûr. Finalement. Ouais. Fait que, mais tu vois, c'est un projet qui nous fait évoluer nous aussi. Ouais. On espère que ça va aider les gens aussi à faire avancer leur réflexion ou sinon de divertir là, parce que c'est un show humoristique à la base. Hier, on recevait François Tousignan et on a blasté Guy Nantel ben raide. Là. Alors, ça sort à toutes les semaines. Puis sinon, suivez-moi sur Facebook en général. Là, c'est déjà pas mal de projets, tu sais. Ouais, ben oui. Excellent. Bon, ben sur ça, mon nom est Guillaume Saint-Cyr. Et avec mon invité Oli Roberge, on a Jasé de Film.